Radio Pirate. Ah! Loud noises! Radio Pirate. Est-ce que tout le monde est de bonne humeur? Oui. Tout le monde est de bonne humeur? Bon, ben je suis content, là. Continuons. Ouais, ben tout le monde est de bonne humeur. Ça, c'est la fois qu'il était à Saint-Jean. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Oui. T'as fait Tout le monde est de bonne humeur, là. Oui. Wouh! Attends chez vous. Jerry, tu es de bonne humeur? Oui. Tu as passé une soirée tranquille chez vous tout seul hier? Oui. Ta blonde a sorti? Ma blonde est allée voir ses amis. Bon, t'as écouté la game de hockey. J'ai écouté le hockey, bien sûr. J'ai le tueur de tortue qui est avec nous autres. Es-tu de bonne humeur, là? Parce que hier, elle m'a dit de quoi? Le tueur de tortue. Le tueur de tortue. C'est le gars le plus chanceux que j'ai jamais vu de ma vie. Comment ça? À chaque fois qu'il enlève un sticker sur son verre, il gagne un burger. Oui, le mec café avec un Monopoly, il gagne tout le temps. Mais alors, on a dit, je check pas, moi, elle dit, on gagne rien. Hein? Ben, j'ai dit, Phil, il gagne à tous les jours. Voyons, j'ai 2 cheeseburgers et une frite médium d'accumulé. Cette semaine seulement? Oui. Cette semaine seulement. Oui. C'est malade. À boire du café. J'ai quasiment le goût de prendre du café. Ah ouais? J'ai quasiment le goût de prendre du café. J'en prends jamais. Mais c'est parce que hier, le tueur de tortue nous a fait un genre d'audio sur Messenger à moi puis Mr. White. T'as eu une panne de courant, c'est ça? Il y a une panne de courant. J'habite secteur Limoilou-Charlebourg. Ça a duré combien de temps? Ça a duré peut-être une demi-heure, 1 heure, mais je veux dire, il n'y avait rien pour qu'on sache qu'il y avait une panne d'électricité. Il n'y a pas eu de tonnerre. Non, il n'y a pas eu Hydro-Québec de... sont très fragiles. C'est rendu très, très fragile. Ben là, c'est parce que là, on me dit que ça, là, ça allait fonctionner tout le temps, puis que, regardez, c'est la bonne solution, fait qu'on n'aura pas besoin de compétiteurs. Inquiétez-vous pas, ça va toujours fonctionner. Mais là, l'électricité plante. Si ça plante, puis que j'ai pas d'autre option, je fais quoi? Regarde, je sais de quoi tu parles. Moi, j'ai resté dans le coin de Cap-Rouge. Je pense que ça nous arrivait une fois par mois. Ah, c'était incroyable. Ah, tu l'as vu, vous l'avez vu, non, vous étiez là. Ah non, c'est spécial. Alors oui, j'ai pété une coche, puis vous... Moi, j'étais crampé de rire. Personne va l'entendre, ça reste. Mais je l'ai. Oui, toi, tu l'as, mais tu sors pas ça. Là. Non, OK, parce que... Numéro 8. Audio numéro 8. Parce que là, le tueur de tortue, il n'y aura plus la même image. Là. Non. Il va avoir l'air d'un Shock Jock. Oui. Il va avoir l'air d'un Jeff Fillion. Non, ça... À 30 ans. Et 6 mois, oui, c'est ça. Sans filtre, comme dirait l'autre. On a eu une belle game de hockey hier. J'avais prédit 4-2. Je me suis trompé d'un but. Je suis désolé, là. Cole Caulfield va en compter 40. Puis je vous l'ai dit hier, je vais juste dire ça de même, c'est un clin d'œil rapide que je fais. Là. Mais pour bâtir aussi un bon club, d'abord, il faut que tu les laisses libres. Liberté, OK? Et c'est ce que la différence entre Cole Caulfield cette année et l'année passée, puis on va le voir à chaque match, c'est que l'année passée, il était avec un des pires coachs. C'était le chaudron numéro 1 comme coach de la NHL, OK? Et là, il y a un coach un joueur qui ressemble un peu. Ah ouais, amuse-toi avec la puck. Ouais, go, amuse-toi. Et le gars va nous en mettre 40 dedans. Mais hier, en plus, on l'a vu surtout en 3e période, un bon club de hockey, ça part d'un bon gardien de but. Oh. Et on a un. Il n'y a pas de chapeau de cowboy. Il ne vend pas des T-shirts avec Angela. Excellent. Il s'appelle Jake Allen. Il gagne pas cher, mais il est parfait. On est en voiture. On va surprendre les amis. Attachez votre tuque. On va dire de quoi j'étais à Ottawa, j'aurais peur. Est-ce qu'il y a une équipe Cendrillon qui va faire les... est-ce qu'il y a une équipe Cendrillon qui va faire les playoffs? On ne sait pas. Mais regarde, c'est un bon show. C'est ça qu'on a eu. On est content. Le show est excellent. Le show est excellent. Puis, regarde, on espère que ça va se poursuivre de même. Est-ce que j'ai des auditions? On est jeudi. Mm-hmm. On lance le week-end. On a Gilles Parent qui est stand-by pour le 2 pour 1. On a Yann Sénéchal qui est stand-by. On a l'aubergiste qui va lancer le week-end. Et c'est ça. Donc, j'ai des petits audios parce que c'est jeudi. On file la fin de semaine. On a eu une grosse semaine. Là, on a eu une grosse semaine. Donc, il faut y aller doucement. Donc, je vous fais entendre des petites affaires que j'ai pognées un peu partout. Commençons par, on aime parler de prix. On aime parler de bouffe. On aime parler de resto. On aime TikTok. On s'en va à table. Les gens qui suivent ces gens-là, comment ils s'appellent les autres d'ailleurs? C'est leur compte. Je vous le donnerai tantôt, mais ils sont très cool sur... ils vont dans les restaurants, ils checkent un peu. Ben, ils font un peu ce que Guy... Comment ça s'appelle Guy sur Food Network? Là? C'est Guy Fieri. Oui, Guy, j'adore Guy. Puis il y en a aussi un gars avec des lunettes au Canada qui le fait bien. Il va dans les joints. Les autres, ils font un peu pareil.
font ça un peu plus short, donc c'est sur TikTok. Et ils sont allés dans une institution, là. À Montréal, c'est une institution, chez Schwartz. Ça date des années 20, là. Oui. Au début des années 30. Là. Est-ce que c'est à cause de Schwartz qu'à un moment donné, le mari de Céline Dion, il s'appelait René. René Est parti, René. il avait parti une chaîne. Je ne me rappelle plus du nom de la Nichols. chaîne. Oui, Nichols. Ça n'a pas toffé, cette affaire-là. Hein? Non, je suis jamais allé là, d'ailleurs. Ben moi, j'étais Jamais. arrivé, j'avais été déçu. Puis je pense que plusieurs avaient été déçus. Ah ouais? Et c'est la raison pourquoi les Nichols n'ont pas toffé. Mais est-ce que René a acheté Schwartz? ouais! Oui, je vais fouiller ça. Il me semble qu'il a acheté Schwartz. Je pense qu'il a acheté. Oui, ben oui, il avait acheté ça. Oui. OK, et qui possède Schwartz maintenant? Est-ce que c'est Céline? Céline? Ouais. C'est peut-être Céline qui a Schwartz. Mais regarde, je vous fais entendre une critique de notre duo. 2012. Ouais, le duo. OK, vas-y, Joe. 2012, René Angélil achète Schwartz. OK, donc il est toujours propriétaire de Schwartz? Je vais fouiller. OK, parfait. Donc, on écoute la critique de Schwartz sur TikTok. Il s'appelle Danny. Elle est ni Danny ni moi, qui est le Schwartz Daily. yes. Première impression, c'était chill. Ouais, c'est cool. C'était chill. C'était calme. Par contre, est-ce qu'on peut parler du prix? Moi, j'appelle ça un fast-food, hein. C'est-à-dire, genre, quand je prends ma bouffe, que j'achète un sandwich, des frites et C'est la première fois que j'ai un vu coca. Un coca! Quelqu'un peut deviner le juste prix? Je vous laisse une minute. 2 sandwichs, un frite, un coca. $57! C'est la première fois que j'ai vu un Nika Bog devant une facture. $57 pour une frite, 2 sandwichs et un coca. Que sérieux, ça a intérêt à être le meilleur sandwich et les meilleures frites de ma vie. Au niveau des quantités, voilà, ça c'est une frite familiale. On a pris frites familiales épicées. Ensuite de ça, on a pris 2 sandwichs au smoked meat. Voilà. Je sais pas si vous pouvez voir. Cheers. Cheers. OK, taste. Tasting. Et puis? Verdict. Ouais, je suis déçu. Déçu. Genre, on est vraiment pas des gens compliqués sur la nourriture. Genre, vraiment pas. J'ai pas le goût acidique d'un smoke meat. Genre. Ouais. Moi, j'ai juste de la viande tendre en bouche, mais j'ai pas de goût. Est-ce que ça vaut $57? Bah, ça vaut rien. Donc, ma question là-dessus, OK, le prix, ça n'a pas de bon sens, là. Regarde, ça, on s'entend. Mais est-ce que ces places iconiques... C'est iconique. C'est iconique. Est-ce que ces places iconiques, on a toujours tendance, si on y va pour la première fois, je me rappelle de la chronique là, sur la poutine Ashton de choses, là, qui a le Beach, pas tant de choses. Là. Ouais, le Beach. Beach Club, là. Il est allé faire son affaire. Il a donné 5 sur 10. Il a trouvé ça ordinaire. Olivier Primo. Puis je sais que plusieurs disent ah ouais, bonne la poutine Ashton, mais elle est overrated un peu. Ouais, ça, c'est le cas de toutes les places où on met trop de. On exagère la patente. T'sais. On en met trop. Là, les gens, ils arrivent, ils s'attendent à quelque chose d'extraordinaire. Finalement, ils mangent. Ouais. La viande est tendre, mais elle goûte rien. Est-ce que les restos héritage iconiques sont victimes? Mais j'étais propriétaire d'un resto héritage. Oui, je sais. Notre famille, c'est un resto héritage. Oui, mais je vais te dire une affaire. Quand j'ai mangé la Jerry spéciale, t'as livré, là. Je veux juste te le dire une affaire. C'était au-delà de mes attentes. On l'a toujours livré. OK? C'était au-delà de mes attentes. On l'a fermé parce qu'il aurait fallu pas livrer. C'est ça. Il aurait fallu que tu diminues la qualité. Il aurait fallu diminuer la quantité ou grimper les prix à plus de sens. OK. Enlevons Jerry Pizza. Est-ce que les autres sont victimes justement d'attentes démesurées de la part des clients? Est-ce que tu appelles ça le phénomène Nickelback? Ouais. Le phénomène, genre le phénomène, ouais, le phénomène Nickelback. Moi, je dis que c'est le phénomène, si c'est pas toi, c'est un autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu t'arrives là, puis si t'es servi un peu en brouche-brouche, puis la bouffe est correcte, mais sans plus, regarde, il y a un autre qui va prendre ta place. Il y a des files chez Schwartz. T'arrives là, il y a une file. Là. Moi, la dernière fois que je suis allé, là, j'ai attendu dehors. Là. Ah, mais moi, je vais te dire une affaire, c'est peut-être qu'il y a une file là, mais si je m'en vais manger 2 sandwichs... Des sandwichs. Un frite familial, frites épicées... Oui. Et un coco. Un coca. Un coca. Un coco. Un coca. Un coca. Que ça coûte 57 $, puis j'ai l'impression de manger de l'air et que ça goûte rien. Je retourne pas dans le fil. Le pire, c'est qu'eux autres, ils sont pas difficiles. Moi, j'ai écouté quelques vidéos d'eux autres, Danny et Annika. Oui, c'est ça, c'est Danny et Puis, Annika. ils sont pas difficiles. Tu sais, la plupart des places qui vont, ils aiment ça. Ouais. C'est pas trop cher, puis c'est correct. Ah, OK, donc ils sont pas critiques tant que ça. Donc, ils sont quand même assez open. Oui. Mais toi, tu ne retournes pas dans le fil, mais il y a encore une file.
Ouais. Il est là, mon point. Ouais. Oh, excusez. Oh, Nicole. Wow. On t'a entendu, c'est correct. C'est correct. Moi, je sais qu'il y a une file. Mais moi, je pense qu'on s'en va vers une fin de... Moi, c'est de l'abus, là. Si tu fais 2 sandwichs, un frite et un coca, 57 $, ça fait là, parce que les gens ont de l'argent, puis on est à la porte d'une récession, puis on ne sait pas comment on va rentrer dans cette porte-là, et on sait surtout pas comment on va s'en sortir. On va-tu bien s'en sortir, ou on va s'en sortir avec un méché en tabarnache? Je souhaite à tout le monde qu'on s'en sorte bien. Mais si on s'en sort moins bien, ben ceux qui ont abusé, on est dans l'époque du crossage, ceux qui ont abusé, 2 sandwichs, un frite et un coca. Ça, c'est avec les taxes. 57 $. Oui. Moi, je pense que... Ça vaut combien, ça? 2 smoke meat, un frite, puis un coke? Tu veux savoir ça vaut combien, ça? Moi, je pense que ça... Moi, vendu plus que... OK, les 2 sandwichs, ça coûte cher. La viande, la protéine coûte cher. OK, mettons 30$. Mettons 30$, les 2, le frite. C'est ça que j'aurais dit. Moi, je vais te dire, le plus que je suis capable de payer pour ça, que ça vaut, c'est 40. Si tu me dis 35, puis je mange, c'est bon, j'ai un tabarnache, je y retourne. 40... 20$ chaque. 20$ chaque. C'est ça. Une bonne poignée de frites avec un sandwich. C'est vrai que c'est un frite familial, OK? Puis le frite, c'est le gros frite. Mais 2 breuvages à 20$ chaque, là. Oui, t'as 2 cokes, là. Ouais. On se siphonne pas dans le même verre. Là, c'est un coke en canette. Mais si en plus, c'est un coke en fontaine, ça coûte 4 cents le coke. Là. En fontaine, c'est très payant. Ben oui, c'est très, très payant. 20$ pour un repas de fast-food. Parce que ça demeure un repas de fast-food. Oui, c'est ça l'histoire. 20$, c'est correct, là. Ça appartient à la famille Nakis et à la famille Angélil Dion. Ils sont 2 propriétaires. OK, encore aujourd'hui. Donc, quand on dit que René Angélil a acheté Schwartz, c'est à moitié vrai. C'est qu'il a pris une participation dans Schwartz. Je ne sais pas s'ils sont à 50-50, mais ça appartient encore à la famille originale. Puis la raison pourquoi il investit dedans, je pense que c'est un méga client de Schwartz. Je pense que c'est un habitué de Schwartz. Un amoureux de la place. Ouais. Puis, tout un défi, la restauration, tout un défi. Wow. Mais Puis, c'est ça l'histoire. C'est qu'on aime ça, aller au restaurant. ben, je sais. Qui aime pas aller au restaurant? Ben, personne n'aime pas aller au En restaurant. fait, on veut aller au restaurant. Moi, gars, je rêve d'aller au restaurant 5 fois par semaine. Ben oui. Mais je veux dire, je peux pas y aller. S'il y en a qui sont capables d'y aller, tant mieux. Tu sais, Les disait, moi, j'aime tel restaurant. J'y vais, ça coûte cher un peu, mais j'y vais une fois par 2 semaines. Mais il dit, le reste de la semaine, je vais plus manger au restaurant le midi. Puis je mange plus ailleurs au restaurant. J'y vais une fois, je me paye un bon restaurant. Mais au lieu d'y aller sur 2 semaines, au lieu d'y aller 5 fois, maintenant, il va une fois. Tu sais, tu comprends? Donc, à un moment donné, il va manquer de monde dans la porte, là. Parce que tu as restaurant puis tu as petit restaurant. Ici, c'est ça l'histoire, c'est que les petits restaurants, c'est des casse-croûtes. Là, tu vas aller au casse-croûte, OK, tu prends ton char. Ouais, ben, un sac d'un frite pour une personne, c'est 5,25 Oui, avec le pourboire. Oh, oui. Mais, tu sais, Un frite. Oui. Mais le restaurant, c'est comme une sortie. T'sais, on va au restaurant, c'est une sortie que tu fais. Exact. Des places dans le monde, c'est pas une sortie, là. Ben, ils vivent de même. New York. Eux autres, ils pensent pas à ça. Ils sortent pas, là. C'est pas... C'est quoi sortir? On sort, on va aller au restaurant. Les autres, ils sortent pas. Ils sont au restaurant. Oui. Puis c'est du monde qui gagne pas bien cher. Ouais, mais c'est parce ils que sont au ça, restaurant 4 fois par semaine, 5 fois par semaine. Ils sont au restaurant tous les soirs. Parce que ça coûte pas cher. C'est pour ça qu'ils peuvent y aller. Voilà. Ils prennent une bière, 1,35 €. Le gars, il amène un petit tapas avec ça. Cage au sport. Cage au sport. Jay de Pilot dit hier... De la bière, c'est de l'eau, by the way. Ben oui. Jay de Pilot, il dit, je suis allé à Cage au sport mardi soir. Jean, t'es allé à Cage au sport, tabarnache. On lui a dit, t'es riche? Il est pilote d'avion. Donc, Jay de Pilot, t'es riche? C'était une joke, là. Tu sais, un mardi soir, au resto. Oh! Oui, c'est ça. Mais... Événement. Moi, j'ai remarqué, je passe à côté d'une cage au sport à chaque jour. Moi, j'ai remarqué que le mardi soir, le parking est plein. J'ai compris pourquoi. Parce que Jay le Pilot me dit, le pichet de bière, qui représente 3 pintes, est à 10 $. Ah! Parking est plein. Ben plein. Mais hier, je suis passé hier. J'ai dit, mais regardez si le mercredi, il y a autant de chars que le mardi. Le mercredi. Mercredi, parking, 6h30, vide. Vide. Ah oui. Là, je dis à ma blonde, j'ai dit... C'est aussi simple que ça. Si, mettons, je suis wise, si j'ai un resto, puis que je sais qu'un mardi soir,
Je remplis la place grâce à une petite promotion grosse comme rien de 10 piastres le pichet. Puis c'est ce que fait le Cosmos avec ses pichets, avec le nacho, puis toutes les patentes de bain, puis l'histoire de gin. Ben, que là, le mercredi, tu te rends compte que, le mercredi, j'ai pas de monde. Ah oui. Le but, je veux dire, je veux mettre du monde dans ma place. Le pichet à 10 piastres le mardi, je le refais le mercredi. Ah oui. Puis je vais même l'essayer le lundi. Tiens-toi. Puis le dimanche, je sais que j'ai pas de monde. À cause de tout le monde en parle, je vais le faire le dimanche aussi, en tout cas, je pense. Il me semble que c'est le même. Il me semble qu'à un moment donné, il faut que tu en donnes. Je sais que c'est dur. Je comprends que tout le monde est pogné en ce moment, puis que tout coûte cher, puis que tout le monde crosse tout le monde, puis les fournisseurs crossent, puis tout le monde crosse. On est dans... Tout le monde crosse tout le monde. Ah oui, c'est Crosseur Nation. Là. Ah oui, on est dans le Crosseur Nation comme jamais. Mais... Jay est allé au Mississippi, puis Jay dit, moi, je resterai au Mississippi. Moi aussi, je reste au Mississippi en passant. Il dit, je suis allé d'un bar, la bière est à 2 piastres. Au Mississippi, il y a l'Ukraine, il y a Poutine, il y a la COVID, puis les autres aussi ont des problèmes de main-d'œuvre de partout. Le taux de chômage aux États-Unis, tu as 3,5 %. Ça inclut partout. Là. Ben, il dit, je rentre dans un bar, c'est 38 Special qui joue. Le monde fume dans le bar, puis la bière est à 2 piastres. 38 Special. Ben oui, c'est Caught Up in You qui joue, puis ding, 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 dong, 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 dong. Ou encore, c'est Lou Combs qui joue. Oui. Puis la bière est à 2 piastres, tout le monde est de bonne humeur. Puis ça joue au billard, comme dans le temps. Ça reste longtemps, puis ça mange. Oui! Ça fait venir des ailes, puis dans le panier rouge en plastique avec le papier cellophane. Ah ouais, donc, les frites en rond, ah oui. Si tu prends le chiffre 49,97. C'est quoi 49,97? Tu prends le chiffre 49,97 puis tu divises par 12. Ça te fait 4,16. Ben moi, quand j'ai lâché le restaurant, la caisse de bière CSP. C'est quoi, c'est un CSP? CSP, c'est la caisse de bière marquée par le gouvernement. Mais ça, c'est-tu partout dans le monde? Non, ici, là. C'est juste ici? Dans le don. Parce que moi, je connais des gens qui ont des restos ailleurs, ils vont chercher leur bière au Costco. Non, moi, je peux pas. Si je vais chercher de la bière chez Costco, puis je la mets dans mon frigidaire, il arrive un char de police. By the way, il passe souvent. Chez nous, il passait 4 fois par année. Mais les polices arrivaient chez vous pour checker ta bière. Oui, les polices arrivent chez nous, certains. Les polices, ils rentrent 3. Non, mais ils rentrent des polices, puis ils disent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent bonjour, ils montrent les badges, puis là, ils disent, on est la police de la boisson. Bière. La police de la boisson. Hein? Oui, les polices de la boisson. Mais ça existe. Y a-tu juste au Québec ou. Parce qu'aux États, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Est-ce que ça existe dans le reste du Canada? Je l'ignore. Mais au Québec, ça existe. Au Québec, il y a une police de l'alcool. Police de l'alcool. Oh oui. Ben, voyons donc. Oui, des gars bien habillés. Là. Des gars avec des badges. Des jackets. Là. Des jackets, des badges. Des trenches. Très polis, sauf que tu peux plus toucher à aucune bouteille. Là. Quand tu rentres. Quand ils rentrent, là, ils montent la badge. Toi, tu peux pas être à part de la police. Là. Tu peux pas dire, hey, je vais là. Si tu vas à la toilette, ça va. Mais je veux dire, tu peux pas te dire. Mettre les menottes? Non, ils ne mettent pas les menottes, mais. Mais pas loin. Mais il faut que tu restes proche. Ils ne mettent pas les menottes. Mais en fait, c'est que le gars, il a un papier dans les mains. Puis s'il y a des mouches après tes bouteilles d'alcool ou si ta bière n'est pas marquée, ça va mal finir. Très, très mal finir. La bière marquée de quoi? Qu'est-ce qu'elle est différente, la bière? La bière est taxée. Non, mais même c'est-tu la même bière? C'est la même bière. Parce qu'elle est déjà chère à l'épicerie, là. Oui, mais la caisse, c'est pas pareil. Tu sais, à l'épicerie, la caisse, c'est de la couleur après. À l'époque, la caisse était noir et blanc. Je comprends, c'est la caisse n'est pas pareille. OK, c'est une caisse, pas de couleur. Une caisse, pas de couleur. Donc, elle devrait être moins chère. Oui, mais sur l'étiquette aussi, si tu regardes une bière, sur l'étiquette, il est marqué CSP aussi. Il est inscrit sur l'étiquette. OK. Donc, ça, c'est une bière que tes taxes sont payées. Donc, moi, ma bière, quand j'appelais Labatt, Molson, la bière, moi, je la payais, je l'ai dit tantôt, 49. Quand j'ai lâché le restaurant, là, ma dernière commande de bière... On est en quelle année, là? 2012. 2012. Oh, c'est déjà cher. La caisse était à 49,97. Je ne sais pas, elle est rendue à combien la caisse CSP? J'ai aucune idée. Elle doit être rendue à 60. Mais c'est 4,16 la quille, pareil, là. C'est 4,16. Donc, moi, mon prix, là, c'est 4,16. On part. Là, il faut que je te vende de la bière, là. Mais je pars à 4,16, moi. Oui, mais dans les années 80, on allait d'un bar. En 1989, on va d'un bar. Ça coûte 9 piastres ou 7,50, 4 pour 1. C'était quoi les règles dans ce temps-là? Y avait-tu des règles de patente aussi? C'était quoi? Oui, mais c'est les taxes. Il y avait moins de taxes. Ils baissaient, les taxes ont élevé. Ça n'avait plus de sens. Les taxes, c'est une folie. Ah, OK. Les taxes, c'est pour l'hôpital.
Les taxes. L'hôpital gratis. Voilà. Les opérations à temps. Ça, c'est des... Les CHSLD avec des bons lunchs, des douches pour les personnes âgées. Exactement. Les ongles coupés. Les routes droites. Les écoles avec de l'air de qualité. C'est ça. Des écoles bien bâties, pas de champignons, Mais moi, des la bouteille, profs de bonne humeur. La bouteille, la proche, c'est ça. Mais la bouteille, moi, je la paye 4. Puis je t'avance combien? Mettons, je t'avance... On fait un scénario. Je l'achète 4, je t'avance 8. Mais là, toi, tu payes 8. Quand tu arrives à la caisse, il y a un 15 sur ton 8, là. Ah non, mais tu l'as déjà payé, la taxe. Non, t'as payé une autre fois. Tu me dis que tu l'as déjà payé. Mais non, tu me dis que tu as payé dans ta caisse de bière, tu as payé la taxe. Non, c'est moi qui paye. C'est moi le bouffon. C'est moi je suis le bouffon, je te repasse la patente. Non, mais toi, t'es l'autre bouffon en arrière. Ben oui, mais OK, parfait. Vu que tu m'appasses la taxe. Oui, je t'appasse. Tu m'appasses, tu me dis, elle revient à 4 et... 4 et 16. Bon, dans le 4 et 16, il y a des taxes. Tu me dis... Moi, je te fais payer les taxes, je te vends 8 piastres. Donc, tu payes le 4 et 16, plus tout le reste, c'est pour payer mon électricité, mon barman, mon frigidaire, tout le patente. OK. Mais là, je l'ai payé la taxe. Dans le 8 piastres. Non. Là, il faut te repayer encore. Ah, les sacrements. OK. C'est pour l'hôpital gratis de qualité. De qualité. Avec des médecins qui ont du temps de t'opérer puis qui peuvent changer ta hanche. OK, des CHSLD où on fait attention aux gens. Anyway, CHSLD, je n'en parle même plus. Le monde qui vote dedans, ils ont voté CAQ. Donc, il faut voir qu'ils vivent avec. Hein? C'est ça. Mais si la caisse, à place d'être à ce prix-là, la caisse, je l'ai. Parce que moi, je me souviens très, très bien. À l'époque, les caisses, on payait ça quoi? À peu près 24-25 piastres ou à peu près. Dans ce temps-là, là, ça veut dire quand tu allais même au dépanneur, il était à 25 piastres. Et là, 25 piastres. Il y a 12 bouteilles. Il y a 24 bouteilles. Ça me revient à 1 piastre la bouteille. Là, je peux te faire un seau de bière. Là, c'est intéressant. Puis je vais refaire de l'argent pareil avec toi. Mais toi, tu vas revenir le lendemain parce que tu vas dire, c'est donc bien le fun de cette place-là. Je vais à Vegas. Je vais frapper des balles chez TaylorMade, l'autre bord à côté de l'aéroport. Là. Donc, l'autre bord du Mandalay Bay, l'autre bord du boulevard. Il y a un genre de driving range avec un petit neutrou, là, puis tu peux frapper des balles dans le cul des avions qui atterrissent. Il y a plein de places. Là. C'est quand 3-4 étages, il y a plein de monde, il y a de la musique forte, il y a des belles madames qui servent avec des petites jupes. Qu'est-ce qu'elle fait pour offrir un 6-pack de bière dans glace, dans un seau de glace, $10 US? Parce que nous autres, la même chose. Oui. Ça veut dire que là, ce que tu me dis, c'est qu'il te revient, coste 25 ce qu'elle vient de me mettre. Puis là, je n'ai même pas calculé la glace. Là. On va mettre une pièce de glace avec la patente d'aluminium. Ça y revient à 26 Je n'ai pas payé encore elle. Là. Elle a juste payé sa bière. Mm-hmm. Comment est-ce qu'elle fait, elle, pour le vendre 10 piastres US pour 6 bières? Est-ce qu'il y a un prix minimum par la loi aussi? Non, il n'y a pas de prix plancher. Voilà. Ici aussi, il y a un prix plancher, là. Il y a un prix plancher ici de bière. Là. Mais je ne parle pas de restauration. Là. Je te parle chez Costco, ou n'importe où. Là. Il y a un prix plancher de la bière. Un prix plancher de quoi? Ça sert à quoi, ça? De la bière. Mais ça sert à quoi? Ça sert à garder les prix hauts pour te taxer. OK, c'est ça, patente. Et c'est bon. Mais au moins, on vit dans une place parfaite. Tout va bien. L'école est belle, les routes sont belles, les gens sont soignés, on a tous des médecins de famille. On a besoin d'un médecin, on appelle. Une demi-heure après, on voit le médecin. Oui. Pourquoi on se plaint? Voyons. Continuons! Oui. Gilles Parent est next et Yann Sénéchal après. Jeff Fillion.com. Fresh 100%. 100% pirate. Veux pas avec... tout dépendamment où vous êtes au Québec, peut-être que c'est déjà ennuagé et la pluie s'en vient. On parle de 50-70 mm, entre autres dans le coin de Charlevoix, et beaucoup de vent. Donc, on a un petit événement météo ce week-end. En fait, pour la journée d'aujourd'hui et de vendredi. Ce week-end, c'est quand même pas pire. Et vu qu'on parle de fin de semaine, on est à quelques minutes de partir. On est à quelques minutes, voilà, je vais le dire. Il va partir en temps et lieu.
On est à quelques minutes de lancer le week-end avec l'aubergiste. Et vous l'avez entendu, is in the house. Gilles Parent. Le 2 pour 1 avec Jeff Fillion et Gilles Parent vous est présenté par AirJuste. Pour vos besoins en équilibrage d'air ou étude de votre système de ventilation, il y a juste un nom, AirJuste. Établissements industriels, commerciaux, scolaires et résidentiels. Airjuste.com. Merci AirJuste de nous présenter le 2 pour 1. Gilles, Jeff. J'ai quasiment envie d'appeler ça le 3 pour 1 quasiment parce que Jerry fait partie de la famille. Très important. Veut pas, Tiger est là en plus. Toi, regarde, même ton micro était fermé. Donc, j'ai compris. T'as compris, t'étais pas dedans. Mais quand t'es là, c'est un 4 pour 1 finalement. On n'est pas regardant. On est des gens généreux. Hey, Gilles, beau voyage, beau retour? Oui, non. Non. Beau retour. J'ai de la misère. T'as de la misère? J'ai de la misère avec le décalage. Mais t'es parti avec une jeunesse. C'est ça. T'es parti avec un kid. J'ai dit récemment, je suis obligé de changer mon discours, Jeff. J'ai dit récemment, me lever à midi, c'est impossible. Je n'étais pas de ce genre-là. J'ai été 17 ans comme toi à me lever normalement, le matin tu te lèves à quelle heure? Maintenant, en vieillissant, c'est plus 7h30. Mais je t'ai pas ça. Ah oui. 7h30? Mon fils Émile, qui travaille dans les piscines, mon frère qui est chez Dynamo, a dit on a une journée de fête à 7h30, tu vas là? Ah oui. T'es bon? Ben, attends un peu, ça fait pas longtemps que c'est de même. J'ai été fucké longtemps après le 17 ans. Là. Ça a été très dur de me retrouver une horloge qui a de l'allure. Moi, me réveiller à 6h10, j'ai l'impression de me réveiller tard. Mais je suis content. Le pire, c'est pas ça, Jeff. C'est que le pire, tu dis, il se lève à 7h30, il doit se coucher à minuit, 1h, pantoute. Je me couche à 10h, 10h30. C'est épouvantable. J'ai besoin de sommeil, puis je dors bien. Tu dors à 9h facile. Oui, ben, ça dépend. Moi, avec ma montre, Fitbit, elle me dit que je me réveille de temps en temps. Fait que, finalement, nuit parfaite. Non, mais je dors bien. Là. C'est pas un problème. Mais quand je suis arrivé à Paris... Tu fais pas d'insomnie, rien? Non. Zéro insomnie? Non. C'est pas quelque chose que tu connais? Comme j'ai 62 ans, le petit pipi, c'est 2 fois par nuit. Fait que ça arrive plus vite, mais je me rends ça, j'ai pas ça encore. Ben, tant mieux. Ça presse pas. Moi, ça fait pas longtemps. Ça fait une couple d'années. C'est sûr que ma blonde dit que 5 verres d'eau au soir, ça aide peut-être pas. Non, c'est ça. C'est sûr que tu fais 5 verres d'eau. Un bon grand verre d'eau va se coucher, oui. Mais c'est ça donne quelque chose. 7 rum and coke de 20 onces, ça aussi, ça se peut que tu te lèves. S'il y a de l'aspartame dedans, ben là, t'es faite. Paris me mêlait un petit peu parce que j'étais avec mon fils de 20 ans, puis lui, il a le beat de se lever. Midi, 1h, 2h, ils sont contents, les autres, quand ils s'écrivent un petit TikTok ou un petit montage. Mais moi, c'est parce que c'est pas mon beat pantoute, sauf que t'arrives là-bas, t'es déjà mêlé. Puis on se rend compte que dormir dans un avion, t'as beau être le soir, la nuit, baisser les stars. Quand t'as dormi 1 heure, c'est en tout cas. Ceux qui disent qu'ils dorment 5 heures, tant mieux pour vous. Non, moi, je regarde les gens dormir dans l'avion, je tripe sur eux autres. Je me dis, tabarouette, sont chanceux. Fait que je me suis... Oui, effectivement. Puis donc, j'ai eu une semaine où je me suis couché beaucoup trop tard. Et on est allé souper à 9-10 heures du soir, l'heure des Européens. Là, les Espagnols sont pires. Les Espagnols, moi, je me suis fait prendre avec ma blonde à un moment donné, je me rappelle, on arrive à Madrid, puis j'ai dit, on va souper, on va aller un peu plus tard à soir. Fait qu'on rentre, on réserve 8h30, le gars dit pas ouvert. Pardon? Mais toi, tu sais, il rit, Jerry, parce qu'il est allé beaucoup en Espagne, mais écoute, c'est 8h30, souvent, les restaurants rouvrent à 8h30, 9h, puis à 9h, c'est l'apéro. La mise en place. Oui, c'est la mise en place. Il dit, vous allez voir du monde dans le restaurant à partir de 10h. Fait que j'étais un peu sur ce beat-là. Puis à Paris, il y a quand même, tu sais, une ville hautement touristique, donc des restaurants qui sont ouverts, des bars ouverts jusqu'à minuit, 1h, 2h. C'est une chose que je déplore même d'une ville touristique comme Québec. Je fais une petite aparté. Christy, vous remarquerez, un jeudi soir, un vendredi soir, c'est fermé trop vite. Tu sors à 10h moins quart, mettons, d'un restaurant, tu te rends compte que tout le monde, tu veux rentrer quelque part, t'es en train de fermer. C'est un RPA ici, là. C'est ça l'histoire. Mais comment on est passé de ça? On est chanceux parce que notre jeunesse a été faite dans un autre cadre complètement. C'est l'inverse. Il n'y a rien qui fermait jamais. Si ça fermait à 3 heures, tu allais dans des bars clandestins après. On rentrait à 6 heures, on allait manger une pizza à 7 heures moins quart. C'était même pas une question. On t'assure qu'il y avait de quoi. Non. Tu sais, le soir, on se donnait rendez-vous d'un bar à minuit. On allait au bar à minuit. Là. OK, mais des fois, tu dis à 10h30, je suis quasiment prêt à y aller. Ben non, il n'y aura pas de monde. Comment on est passé de ça? Qu'est-ce qui est arrivé? L'autre affaire, ben oui, la question, j'ai pas la réponse, mais qu'est-ce que le monde... Mettons que tu es allé souper ou je sais pas, tu es allé prendre un verre, puis on sait tous, si on ne sait pas, il faut l'apprendre, on comprend d'autres choses. Quand on boit, quand on prend de l'alcool, on a faim. Oui. Ça ouvre l'appétit. Arrêtez de penser, c'est comme le pot, ceux qui prennent du pot, ça ouvre l'appétit. Il y en a qui le savent, là, mais la boisson, c'est la même affaire. Donc, tu as pris des calories, tu dis, de toute façon, une bière, un steak. Mon chum disait ça, une bière, un steak, on va prendre une bière de plus, un steak. Mais le problème, c'est pas ça. C'est quand tu prends 4 bières, tu prends 2 steaks après parce que t'es encore plus faim. Exact. C'est bon. Mais ma question, c'est... Faim. Oui, c'est ça, mais ma question, Jerry et Jeff et Mr. White. Et Mr. White. Et Tiger. Qu'est-ce que
Les gens font. Si on avait faim, nous autres, à 18, 22, 24, puis on allait manger, puis là, maintenant, tout est fermé. Ils font quoi? Ils font-tu venir? Du Uber? Oui, mais il y en a plein de fermés. Tu sais, il reste plus grand-chose sur les... Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent pas, le monde? Ils se couchent puis ils mangent pas? Non, ils se font une toast? Non, ils se font des frites dans le four. Ils se font la boîte de pogo. Ils mangent pareil, c'est ça, OK. Oh, oui. Oh, oui. La plate d'egg roll, puis ils font la même. Mais c'est vrai que c'est ils rouvrent le four. Tu sais, notre chum Bill Sheehan devait être avec nous autres hier. Bill, il m'écrit hier dans la journée. Il dit, excuse-moi, South Beach, mais lui, il reste à South Beach. Quand il n'est pas en Gaspésie, il a son entreprise, la plus grosse entreprise de fruits de mer en Gaspésie, mais Bill a aussi un condo à Québec et il y a un condo aussi à South Beach. Oh. Donc, lui, il est vraiment au cœur de l'action. Là. Puis, pour ceux qui le connaissent, Bill, il aime la vie, donc c'est pas difficile pour lui. Puis là, il dit, j'ai passé tout douette. Il devait nous parler hier. Il dit, je suis tellement déçu de moi. Je dis, ben non, c'est un véhicule à vie parfait. Continue, my friend, il n'y en a pas de problème. Mais c'est dur parce que justement, quand tu arrives dans des places où il y a encore de la vie, tu te dis, voyons, c'est quoi qui est arrivé? Le Québec était réputé pour ça. On riait des autres où c'était mort. Hein? On riait de Toronto, on riait de... on disait, ils roulent les trottoirs le soir. C'est ça. Là, c'est carrément ça qu'on a. Là. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Est-ce que c'est lié juste à la population qui vieillit? Oui, mais il y a des touristes en ville. Moi, je sais, je vis en ville. Là. Je vois qu'il y a des touristes. Puis les autres, je me demande comment... Je sais pas. Oui, il y a probablement... Est-ce qu'il y a plus de vie en ville? Tu sais, quand tu es déménagé de la banlieue en ville, est-ce que tu pensais qu'il allait y avoir plus de vie que ça ou il y en a plus que tu penses? Il y en a plus qu'en banlieue, ben oui. Non, mais y en a-tu plus que tu pensais qu'il y en avait ou il y en a moins? Non, il n'y en a pas plus que je pensais. Mais il y a même deux, trois Haute-Ville, en réalité. Ce qui est dans les murs, là, quand tu rentres après la Porte Saint-Louis, la Porte Saint-Jean... le Parmesan, là. Ouais, là, il va y avoir des activités un peu plus tard, mais tout ça est relatif. Lundi, mardi, non, là. Mais quand tu arrives mercredi, jeudi, vendredi, samedi, ça va être plus actif là, dans le secteur du... Parce qu'il y a plus de touristes là. Souvent, puis le tourisme, quand un tourisme qui est élevé, comme là, de ce temps-ci, les 500 chambres passées du château, même à ce temps-ci de l'année, c'est plein, là. C'est plein. On le voit pas, là, mais c'est plein. Le château, ben oui, absolument. Tu sais, il y a... Puis... Je jasais avec du monde, ceux qui ont des moyens, puis il y en a qui viennent à Québec, des Ontariens, des Américains du Nord-Est surtout qui viennent à Québec, taux de change très bon. Ils veulent ce qu'il y a de plus top-notch, puis ce qui est très drôle, c'est que le château est le plus prestigieux, mais certainement pas le plus moderne. Non, c'est ça. Ce que Jacques Tanguay et sa gang a fait au Capitole, c'est beau en tabarouette. Ben oui. C'est capoté, là. Moi, j'ai vu ça en construction, mais j'en revenais pas. Fait que, tu sais, il y a des. Puis, quand tu prends le Saint-Antoine, l'auberge Saint-Antoine, qui gagne des prix avec raison, c'est beau. De toute beauté. C'est extraordinairement beau. Rien à envier, le bar qu'il y a là, quand tu rentres à l'hôtel, rien à envier au plus beau bar des plus grandes villes comme Londres et Paris. Puis je peux écrire ça puis signer, puis je serais pas tout seul à signer. Oui, tandis que le château, t'es plus dans le traditionnel. C'est superbe quand tu rentres au château. Ça a de la vie. Sais-tu? Des fois, on dit, il y a quelque chose qui est très beau, c'est très moderne, mais il manque y a pas d'âme. L'âme. Il n'y a pas d'âme. Le château a ça. Le château a ça. Oui. Le château a l'âme. Pas juste parce qu'il y a 100 ans et plus, mais parce qu'il y a effectivement quelque chose là-dedans qui est indescriptible, qui se vit. Fait que, tu sais, oui. Tu sais, les gens cherchent ça, veut pas. Je pense que les gens cherchent à trouver des affaires dans lesquelles ils vont chercher une sécurité ou... je sais pas, ils ont besoin... Dans le monde de fou dans lequel on est, ils ont besoin de trouver des repères. Puis des affaires de même, c'est comme des repères. Il y a de l'histoire, il y a de la chaleur, il y a pas qu'à faire. Puis si on revient au questionnement des restaurants qui sont fermés très tôt le soir à Québec, tout ça, c'est comme la poule puis l'œuf là-dedans. Parce que quand tu parles à des propriétaires, ils disent, moi, j'ai rien de mieux à penser que je vais rouvrir jusqu'à minuit 1h pour avoir du monde. Mais si j'ouvre puis j'ai mon monde, mon cuisinier puis la patente, puis il n'y a pas de monde. Ben, fait que là, comprends-tu? Là, est-ce que l'offre doit être faite? C'est un peu comme les avions à l'aéroport. Même chose. C'est pareil. C'est beau annuler des vols. Si finalement, après 3 semaines, le monde n'embarque pas dedans, ils vont partir. Là, on part au moins de points. Mais dans les faits, à Québec, je veux pas diminuer rien, mais dans les faits, il y a 2 rues principalement qui sont plus actives que les autres, la rue Cartier et la 3e avenue. Ils essaient de recréer ça à la route de l'Église. Ça marche pas. Puis ils ont scrappé Grande Allée, on va se le dire. Oui. Ils ont une des plus belles rues en Amérique. Là. Oui, mais juste un mot sur de l'Église. Si j'avais remarqué, entre le boulevard Laurier et 4 Bourgeois, ce qu'ils ont fait, là, c'est juste du béton. C'est pas la tendance actuelle. Vous remarquerez, là, c'est des gros blocs de béton, de granit, avec des plantes, tout ça. Fait que c'est massif. Puis les sièges sont en... Je suis pas en train de dire que c'est affreux, mais j'ai le goût de le dire pareil. Puis je suis pas la référence. Mais c'est froid. C'est froid, c'est ça. C'est froid. Ça va durer. Ah, parce ça, que c'est c'est sûr, des matériaux qui sont pas... Ça va nous survivre en tabarouette. Mais vous irez voir. Mais il n'y a pas de chaleur là-dedans. Là. Non.
Il n'y a rien. Il essaie de faire la même chose avec Maguire. Maguire est moins pire, je pense. Mais il manque toujours 2-3 commerces. Fait que ceux qui veulent y vivre, ils ont de la misère. Il faut que tu prennes le char pareil. Fait que, dans le fond, tu le mesures de même. Mais en même temps, on veut pas non plus que tout le monde... beau, la densification, tout ça, mais... Puis aussi, les gens... Tu sais, là, toi, t'es allé vivre en ville, mais t'étais un gars de banlieue pendant longtemps. Ben oui. Les gens de banlieue... Puis regarde, le plus bel exemple, c'est Montréal. Tu veux pas avec... Tu l'as parlé la semaine passée, c'est le 10-30 ou l'autre semaine d'avant. T'sais, les gens ont plus besoin avant... Puis moi, je l'ai vu les dernières années que j'allais au Grand Prix. On était au Grand Prix 20-25 gars ensemble. Puis les dernières années que là, maintenant, je vais, mais on y va pas de la même manière. On y allait, on partait 4 jours, puis on a de la misère à trouver le nord. Ça plus quelle journée qu'on était. Mais on était toujours sur l'île. Et à la fin, on allait de plus en plus sur la rive sud pour faire nos affaires parce que l'hôtel était là, il y avait autant de services, il y avait autant de bons restaurants, il y avait de la vie, il y avait du happening, dont le 10-30, que tu veux pas, qui est maintenant un incontournable. Puis c'est la même chose dans toutes les villes. Tu sais, je veux dire, Québec, les gens de banlieue, maintenant, ont des bons restaurants proches. Je dis pas que c'est un nightlife, je dis pas qu'ils ont toutes des rues comme Cartier ou la Grande Allée, ils n'ont rien de ça, mais tu n'as plus besoin d'aller en ville pour aller, mettons, trouver un bon restaurant. Ce qui était le cas avant. Il fallait aller en ville. Donc là, ça, en partant, ça amène moins de monde, puis ça crée une histoire de... T'as comme un feeling de décroissance à cause de ça. Puis quand tu sors le soir pour aller au restaurant, souvent... j'allais dire un prétexte, mais je vais le dire comme ça. C'est comme un prétexte pour aller avec des amis. Tu sais, t'as un couple d'amis que t'as fait longtemps, Jerry, tu dis, il faudrait y aller avec nos blondes. On se book là, tu vas aller en ville, tu vas aller au restaurant. Oui. Mais c'est un prétexte, tu sais, parce que, bon, tu vas choisir le restaurant, puis la sélection du restaurant, c'est très drôle parce que, qu'est-ce que tu veux? Tu veux-tu un restaurant qui a une nourriture extraordinaire ou tu veux quelque chose qui est abordable parce que tu veux pas imposer quelque chose de trop cher? Tu veux-tu qu'en sortant de là, tu es en ville parce que ça va être le fun, on se promène, on va voir. C'est souvent ça. Mais c'est une sortie, dans le fond, parce que tantôt, on faisait, dans une autre émission, tantôt, dans le... Comment t'appelles ça? Dans le Prime. On parlait du fait que, tu sais, on sortait quand on était jeune, la patente, mais aujourd'hui, nos sorties, c'est... On va plus danser, là. On va manger au restaurant. C'est ça, la réalité. Exact. Puis, c'est une sortie. Là. Regarde, ta blonde, hier, est allée à la Cohue. Moi, je suis allé une couple de fois à la Cohue. Oui, Pierre Bertrand? C'est un très bon restaurant. Non, la Cohue est sur 4 Bourgeois. 4 Bourgeois. À hauteur de... tu sais, pas loin du ministère du Revenu. Il y en a un, c'est Pierre Bertrand, moi. Que vous ça se peut. Ça se peut. Je ne savais pas s'il y en a un ou deux. Oui, mais en tout cas, moi, j'ai été dans une couple de fois très bon restaurant. Mais tu sais, avant, tu n'avais pas vraiment ces options-là. Ça fait 25-30 ans, je pense qu'ils sont en affaires. Ça fait très longtemps. Là. Ça existe depuis toujours. Oui, mais tu sais, des restaurants même, il y en a plein. Donc, avant, pour avoir des bons restaurants, il fallait que tu ailles justement sur les rues achalandées. Ouais. Là, les rues achalandées, avec le temps, sont devenues comme des rues plus touristiques avec plus de monde. Plus de monde veut dire prix plus élevé. Des fois, qualité de nourriture qui diminue un peu. Tu sais, il arrive comme un cycle. Tu sais, on dirait que tu crées l'happening vient, le monde arrive, là, les touristes sont là parce qu'il y a de la vie. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte que tu es un gars de banlieue, tu te dis, hey, on dirait que je suis dans une trappe à touristes. Tu sais, puis là, tu as l'impression de te faire fourrer sur le prix, puis ça bouffe. Point d'étonnement. Un nombreux point d'étonnement. Parce que j'ai posé la question, je me suis dit, les touristes qui viennent en ville, par les bateaux, ceux qui viennent faire un tour, tout ça, les touristes, est-ce qu'ils sortent des murs? La réponse est non. Ils sortent zéro des murs. Pas 100%. Mais, exemple, parle des restaurateurs, des gens de commerce de la rue Cartier, ils vont dire, nous autres, c'est les restaurants du Champlain en bas? Ou sur Saint-Louis, ou sur Saint-Jean. Okay. Saint-Jean, très fort, les touristes sont là. Et autant les touristes interrégionaux, c'est-à-dire ceux qui viennent de Montréal, qui viennent de la Montérégie, tout ça, qui viennent de l'Est du Québec, il y a quand même beaucoup de monde qui s'arrête à Québec. Il y a un attrait extraordinaire de la ville de Québec. C'est une belle ville. Puis, tu viens passer une journée ou deux. Mais dans les faits, ceux qui s'installent dans les hôtels de Québec, qui sont touristes, là, la plupart des gens, évidemment, c'est jamais 100%, mais les touristes qui sont en ville, surtout le bateau ou ceux qui sont au château, essentiellement, ils restent dans les murs. Ils restent dans les murs. Autrement dit, tu demandes au propriétaire de la rue Cartier, qui n'est pas si loin, c'est quoi, c'est 1 kilomètre peut-être? Non, c'est pas long. Maximum, là. Il n'y va pas. Il va pas. Il va pas partout 0-0. C'est capoté, hein? Moi, je pensais qu'il se rendait là. Moi, je me disais, avec les vélos, n'importe quoi, parce que, tu sais, même en même temps, les touristes, la robe, on embarque sur le vélo, on ne sait pas trop, tu sais. Tu fais ça à pied souvent, là. C'est des Airbnb qui attirent des gens un peu en dehors des centres touristiques, parce que tu vas louer quelque chose à Limoilou, tu vas louer quelque chose, tu sais, mais... À un moment donné, il faut que tu décomplexes la patente. Là. À un moment donné, on est comme complexé. Est-ce qu'à Amsterdam sont complexés de leurs affaires? Zéro. Non. Ça vient de partout dans le monde pour aller à Amsterdam. Oui. Pour différentes raisons aussi. À un moment donné, il faut que tu te décomplexes, il faut que tu enlèves les règlements, il faut que tu adoucisses les affaires pour que... Mets ça simple. Mets ça simple. Laisse aller les commerçants. Oui.
Et peut-être que leur vitrine va être bizarre un peu, mais quand même, c'est de même. Et même si le terrasse déborde un peu, il ne va pas lui donner un 2000$ à main. Voilà. Laisse-le aller, laisse-le s'amuser. C'est rendu que les gars de la ville mesurent la hauteur des poubelles. Ouais, c'est l'enfer. C'est C'est vrai, c'est capoté. Hey, tu m'as dit, j'ai un petit bout de vie personnelle aujourd'hui. Oui. Ben, je veux juste avoir votre avis là-dessus. J'aime ça, moi, ça fait. Oui, je sais, je veux avoir votre avis. Parce que le dernier en liste, c'est mon bois de chauffage. Bon, c'est parfait. Rendu à combien, 120? Pardon? Je sais pas. Non, mais moi, c'est parce que je suis en ville. Il est livré. Oui. Il n'est pas cordé, parce que c'est moi qui le corde avec mon fils. Mais il est livré en ville. Je veux juste te dire, je fais une petite histoire courte. Je ne ferai pas l'histoire de la genèse de mon bois de chauffage puis l'achat de mon bois de chauffage. Moi, c'est un toc dans mon cas. Quand on a acheté la maison à Hauteville, moi, j'avais deux priorités. L'air climatisé sur chaque étage et ramener le foyer au... Bon, on avait un foyer au bois. J'ai dit, on a le droit acquis, Christy. On va refaire la cheminée, puis il faut qu'il marche. Fait que c'est ça. Fait que moi, ça fait... Puis dans mon ancienne maison, c'est la même chose. On ne me fera pas croire qu'une flamme de gaz. De gaz, c'est la même affaire. Non. C'est bien beau, là, ça fait beau, mais ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de vie. C'est pas pareil. C'est ça, l'âme. Exact, il n'y a pas d'âme. Fait que... Donc... Quand je suis arrivé en ville, je savais que je paierais plus cher. Je savais que la corde de bois qu'on annonce sur Marketplace, là, qui est à 90 ou 110, faut aller la chercher, puis il faut que tu l'embarques, puis la patente, bon. Et ils vont vous la livrer. Quand tu t'arrives, il y a toujours des frais. Parfait. Je m'attends à ça. Fait que moi, le gars, ça fait 3-4 ans, très bon service. Je ne le nommerai pas parce qu'il ne viendra peut-être pas. Il n'est pas venu encore, j'aurais dû attendre. Oui. Mais non, c'est pas si grave que ça. C'est parce que lui, l'année passée, pour me le livrer, il me chargeait 165. Ben, j'ai dit, garde, avec la corde de bois, là. Ah oui, il recule dans le cours chez lui, il me sacre sa terre, puis là, je peux le corder, puis la patente. Fait que non, c'est pas la livraison 165, c'est okay, 165 la corde par corps. Livré. Bon. Fait que cette année, je prends rendez-vous avec, j'ai dit, es-tu correct? Moi, l'année passée, j'avais 4 cordes, j'en veux 3 cette année pour telle raison. Beau-père a encore du vieux bois, je vais te ramasser ça. Il veut le clairer, je garde, l'embarque, moi, ça va être parfait, des belles bûches, puis tout. Fait que 3 cordes, je n'ai assez. Excellent, le gars a dit parfait. Mais là, le gars, il dit oui, on prend une date, en tout cas, on a prévu ça. Puis moi, je regarde avec mon fils, il me donne un coup de main. Quand est-ce que ça t'adonne, tu sais, des taponnages d'horaire. Fait que puis l'année passée, je me suis fait pogner, le gars du garage de toile, il dit je vais être là, mettons, dans 2 jours. Ah, barouette. Si le garage de toile est là, moi, c'est dans la ruelle à l'autre bout. Là, faut que ça sorte non, vite, j'ai dit oublie ça. J'ai dit toi, tu peux pas changer ta date. J'appelle le gars, je garde un cas de force majeure. Ton bois, c'est demain. Écoute bien ça. Demain, le fameux demain, ça, c'est l'année passée. C'est pas l'année passée, l'autre d'avant. Le fameux demain, c'était une journée comme celle qu'on va avoir demain. C'est-à-dire 50 mm de pluie. Ouais. Puis moi, là, si le bois n'est pas débarqué, le garage n'embarque pas, puis moi, je perds mon garage. Le gars, c'est 1 mois plus tard. Fait que là, mon fils ne peut pas m'aider. C'est en pleine semaine. Fait que moi, le cave, avec mon dos scrap du hockey puis du football, j'ai appui battante, j'ai fait mes 3 cordes. Bon, ça, c'est une petite anecdote. Fait que là, il faut que je check mes dates. Là, on regarde ça, parfait. Je dis, mais tu sais, quand quelqu'un, tu règles tout avec, tout, mais t'as jamais d'argent. 500$ de bois, là. Ah oui. Fait que là, j'ai dit 500$ de j'ai bois. dit 3 fois, j'ai dit, prends-tu Interact? Je voulais poser la question. Prends-tu Interact? Tu sais, l'argent lousse. Là, moi, j'ai toujours l'impression que je suis un bandit là, quand je m'en vais à la banque. Ça me prendrait 1000$ en argent. Tu sais, la femme te regarde en disant, qu'est-ce que tu fais? T'as acheté quoi? Tu crosses qui avec ça? 10 000? Tu sors 10 000? C'est niaiseux parce que c'est de l'argent, t'as le droit, là. Mais il y a quelque chose de weird là-dedans. On a perdu l'habitude. Fait que là, j'ai dit au gars, j'ai dit, Interact, ça marche-tu? Oui, parfait. Donc, 3 fois 165. Ah non, mais là... Interact, ouais. Non, pas Interact. Non, là, l'inflation. Fait que je dis, oui, parfait, c'est combien? 215. Pardon? Attends un peu, mais quand est-ce que tu donné 165 de prix? L'année passée. OK, je pensais que c'était ton prix cette année. Non, l'année passée, 165, 215 cette année. OK, la COVID, Poutine. La COVID. La Poutine, la guerre. La guerre, manque Poutine, de main-d'œuvre. Manque de main-d'œuvre, puis l'inflation. Fait que j'arrête là parce que. Il y a un pick-up neuf, là, il a oublié de te dire que c'est acheté un pick-up neuf. Il y a un pick-up à 100 000. Mais tu sais, j'ai le goût de dire à certains qui font ça, arrêtez, là. Calmez-vous, là. Ah non. Calmez-vous, 55$ de plus pour le bois, là. Calmez-vous. C'est juste que... Gilles, on se fait crosser à longueur de journée. C'est 30% de C'est 30%. Non, il nous crosse. Mais le gars m'aurait dit... C'est pas une blague, là. Il m'aurait dit 180, j'aurais trouvé ça normal parce que tu regardes le déneigement, t'es là-dedans, là, 5 à 10%. Ça, bon. Mais là, attends un peu. Même affaire pour plomberie, j'avais récemment un problème, tant qu'à faire, on va compter mes histoires, parce que ça rejoint tout le monde est pogné avec des affaires de même. Moi, je sais comment ça marche. C'était de même il y a 10 ans aussi. Un appel de service, tu payes pour ça.
75, 80, c'est normal. Le fait qu'ils se déplacent, ils se déplacent, c'est une heure des fois inhabituelle. Tout à fait vrai, parce que c'est un service spécialisé. Puis normalement, si t'es pas badlocké, puis si t'as pas une scrap entre les mains, plombier et électricien, ils viennent pas tout le temps. Là, si tu regardes sur 5 ans, combien de fois le plombier est vu chez nous, mon dossier plombier, quand je le cale... Moi, je suis le même que j'essaie de voir si c'est réaliste. Comme quand je loue une motoneige une fois par 10 ans. Ça coûte cher, c'est fou, là. Ça m'a coûté 1800, mettons, la motoneige pour une fin de semaine, une machine extraordinaire. Mais je dis à ma blonde, sur 10 ans, 1800 divisé sur 10 ans, le prix puis tout, puis j'ai pas de trailer, j'ai rien, pas payé. C'est pas cher. C'est pas cher. Pour une fois. Fait que là, plomberie, je savais que, bon, là, à un moment donné, problème de pièces, là, il m'envoie, écoute, moi, je suis handyman, tu sais. Je regarde un clou puis un marteau, puis le marteau me regarde en disant, t'es-tu certain que tu veux me prendre les mains, là? Pense à ton affaire. T'as le choix de reculer, là. Oui. Le marteau me regarde tout le temps en disant, t'as le choix de reculer, puis le tournevis, pareil. Écoute, ton frère dans la construction. Oui, mais dans la construction, il n'a jamais eu un marteau jamais. Il est plus le gars qui fait des plans. Par contre, il me dit, tu veux savoir les 7 milliards de sortes de vis dans le monde? Il est ça. J'ai pris aussi, si tu veux. Ouais. Fait que là, c'est une toilette spéciale d'un petit coin. Il n'y avait pas de toilette au premier étage quand on l'a acheté. Fait qu'on a dit, ça serait pratique pareil où tout le monde est. Fait qu'une toilette comme surélevée, il y a des endroits que, il n'y a pas le socle. Ouais. C'est comme elle est dans le mur. Bon. Fait que là, le problème qu'elle avait, c'était pas si grave, là. C'est que quand l'eau coule, il y avait toujours un petit peu d'eau qui coulait, fait que ça repartait tout le temps pour remplir. Parce qu'aussitôt que, tu sais, les niveaux, c'est comment ça marche, oui. là, le réservoir, aussitôt il y avait un petit leaking, fait que là, ça faisait que ça remplissait tout le temps aux 40 secondes. C'est pas fatigant dans la maison. Je repars. Ouais, mais c'est probablement ton robeur qui était sèche. Mais c'est une niaiserie. Je savais que c'est une niaiserie, mais sauf que la toilette, elle vient de je sais pas trop où, l'Allemagne. Donc, tu peux pas aller chercher une pièce au dépôt chez Canac. C'est ça, là, il dit, défais ça. Pardon? Défais ça. Tu demandes ça à moi, là. Oui, défais ça. Ouais, je vais t'envoyer une vidéo YouTube. La vidéo, là, j'ai le téléphone dans la main. J'ai dit, c'est sûr que moi, d'ici 30 secondes, mon téléphone va tomber dans le bol. C'est sûr. Là, je taponne, là. Tu sais, je suis tellement pas bon, là. Chef, ça n'a pas de bon sens. Enlève ça. Tout est en plastique. Ah oui. Fait que je mets avec mes gros doigts d'ours, moi, là. Tabarouette. Je m'ai cassé de coiffe. Là, je faisais attention. Fait que là, il dit, ça me prend le numéro de série. Fait que là, j'envoie un numéro. Pas de nouvelles, une semaine de temps. Il me revient après. Il dit, mon fournisseur me dit que c'est pas le bon numéro. Bon. Fait que là, redéfait la patente avec les doigts d'ours, sort les bebelles. Là, je vais au maximum, je vois le mur de ciment. J'ai dit, je peux pas aller plus loin que ça. Fait que je prends tout ce qu'il y a de numéro, même s'il y avait une gomme, je l'aurais copié. J'ai dit, là, je veux plus rouvrir ça. Je prends tout, je tasse ses affaires. Puis tout. Fait que là, il dit, OK, parfait, on va être capable d'avoir le morceau. Fait que, au moment où il est venu, le gars est super sympathique. Il est venu le changer, je n'étais même pas chez nous, mais je dis, regarde, tu connais, il était déjà venu, je l'ai référé une couple de fois. Fait que là, tu as un morceau de plastique, une petite affaire. Gros, regarde. Puis moi, j'ai l'impression d'avoir fait la job un peu parce que... Je m'attends à un prix pas pire. Non, mais c'est juste que le 75, je m'y attends. Puis tout ça, mais là, j'ai dit... Bon, là, la facture, il m'envoie la facture. 197. 200 piastres, je me dis, c'est pas si pire. Mais en même temps, je me dis, qu'est-ce que... Il y a quelque Basé sur quoi? Oui, c'est ça. Le petit morceau de plastique, il doit coûter à peu près 1,5 pièce. Ben non. Ben non. Peut-être même pas. Le morceau, Jerry, en plastique, d'une toilette. Le morceau de c'est plus 40 wiper, gros comme un 25 cents, il coûtait combien? La bisoune La bisoune... Qui pisse? C'est pas un wiper allemand c'est pas une affaire compliquée. Non. C'est une marque nord-américaine. OK? Une petite bisoune pour pouicher ton eau dans ton windshield. Ouais. La petite bisoune en plastique... 108 $. Arrête! 108 piastres. OK, donc mon 200, je suis pas si pire. Je devrais fermer ma gueule. Ça, c'était juste pour la pièce. C'est juste pour la pièce. Le temps, le 75, donc, ça se peut. Avec okay. 2 bisounes, c'est 216. Là. Mais d'après moi, ton bisoune de plastique à toi, c'est ça aux alentours de 100 piastres. Ça se peut. Ah oui. Ça se peut. Le reste, c'est du gaz. Pour moi, ça se peut pas, là, parce que je l'ai vu, le Christine Morceau. Je me dis, voyons donc. J'aurais quasiment pu m'en faire. Ah oui. Avec 3-4 sacs, là. Quand tu as une maison en Floride, tu as démanché des toilettes pour les refaire. Tu es très habitué. Tu deviens très plombier parce que là-bas, à cause de l'eau, puis l'air, puis les affaires. Ça rouille, c'est ça? Le sel, la patente, il y en a toujours dans toute l'eau, là, même s'ils disent qu'il n'y en a pas. Donc, ça mange toutes ces pièces-là. Il faut que tu les changes. C'est vrai, mon frère me dit ça. Il y a un condo en Floride. Ah, oublie ça. Tout se mange. On le voit pas, là. Mais quand tu vois des gens mettre des bâches sur leur voiture, c'est parce qu'il y en a du sel. Il y a de l'eau. Il y en a dans l'air en bataille. L'enfer. Il dit, ça rouille les portes. Tout est mangé. Tout est mangé. C'est effrayant comment c'est fort. Moi, regarde, j'ai 3 chambres de bain. Oui. Je pense que les toilettes, on a une maison depuis 20 ans. Je pense que j'ai fait chacune des toilettes 3 fois en dedans.
C'est toutes les pièces en dedans, là. Ils viennent low-ring, manger pour pas que ça mange tout. Faut que tu recommences au complet. Mais là, je ne changerai pas de toilette à tous les shots, là. Je veux dire, donc, je suis devenu un spécialiste pour monter une toilette. J'aurais jamais pensé ça de ma vie. Si t'attends trop, j'imagine que si ça a trop mangé, ça visse plus aussi. Ça dévisse plus. Puis ça coule, puis l'eau, t'as paye. Il y a des endroits où l'eau, t'as paye. Tu sais, veut dire, à un moment donné, l'eau coule. Ben beau s'en aller, mais je veux dire... À un moment donné, ça coûte de l'argent. Il y a un drap? Oui, c'est ça. Une petite vite avant de partir. Oui, déjà? Ben oui. Ouais, je vais te parler de changement de pneu, mais on va rester dans ma vie. Écoute, on parle, c'est épouvantable. On est là-dedans, les pneus, là. OK. Ben oui, c'est ça, changement de pneu. Donc, on va s'amuser ensemble. On va vous faire travailler, mais très peu. Alors, c'est quoi la période où on peut avoir des pneus d'hiver au 1er décembre. Oui, jusqu'au? C'est-tu 15 mars? Oui, t'es dedans complètement. Veux-tu quelque chose qui est curieux? Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça curieux. Si tu as des clous, tu as le droit à partir du 1er octobre jusqu'au 1er mai. OK. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas s'il y a des régions. J'ai jamais compris, mais je suis allé voir la loi québécoise. Puis tu as le droit d'avoir des pneus à clous du 1er octobre au 1er mai. Au 1er mai. Ça m'a un peu étonné. Là, je suis allé voir quelque chose. J'ai dit, y a-tu des dates? Mais ceux qui ont les pneus à clous, d'habitude, ils font beaucoup de routes. De bois. Donc, c'est là qu'il y a la neige le plus de bonheur. Ça s'explique. Ça doit s'expliquer. Puis c'est pas le lot de tout le monde. Bien que moi, je suis toujours surpris quand j'entends rouler les chars. D'abord, tu les entends rouler quand il y a des clous? Oui. Ça fait du bruit épouvantable. Je suis toujours surpris de voir combien il y a de gens qui ont des clous. Écoute, moi, je connais rien là-dedans. 0. Mais des clous, ça te prend-tu... Peux-tu mettre des clous sur n'importe quel pneu ou il faut que ce soit des pneus? C'est des pneus à clous. OK. Non, c'est ça. Ils sont déjà là. Ils sont déjà là. T'enlèves pas des clous pour l'été. Non. Okay. C'est des pneus à clous. Vous voyez mon... Je te conseille de ne pas le faire toi-même. Oui, mais mon marteau va me dire, t'es sûr que tu veux prendre ça dans tes mains? Je me demandais, y a-tu des dates idéales? C'est un peu niaiseux parce que la météo va tout le temps changer. Mais il y en a pareil. Le Club automobile donne des dates idéales. Donc, parce que tu ne veux pas manger ton pneu d'hiver trop de bonheur. C'est ça. C'est une question de température d'asphalte. Donc, il y a des différences dans les régions. Il y a 3 régions que le CA identifie. La première, c'est Montréal. Oui. C'est là que c'est le plus tard, 10 novembre. Mais eux autres, ils ont dit 10 novembre. À partir du 10 novembre, vous pouvez mettre vos pneus d'hiver à Montréal. Québec, c'est le 25 octobre. Eux autres suggèrent à partir du 25 octobre les pneus d'hiver. À ce temps-ci de l'année, si vous appelez au garage, vous allez voir qu'il commence ça bouge. Ça commence, là. Parce que, évidemment, le 25 octobre, mais ça, c'est le bonheur. On ferme la tempête le 25. Ouais, mais tu sais, à partir de. OK, à partir de. Mais chose certaine, c'est que quand il y a une première neige, tu t'appelles, tu te sens le cave du village, parce que tout le monde fait comme toi. Tout le monde appelle. Oui. Fait que, tu sais, c'est le genre d'affaires que tu peux prévoir d'avance aussi. Là. Oui. Puis il faut penser aussi que tous ceux qui sont des voyageurs qui vont dans l'île du Québec, qui prennent le parc, c'est sûr. Le parc, c'est 7 degrés. Oui. Moi, c'est ce que je voyais. Je partais, mettons, à 18 degrés. Puis quand j'arrivais... en haut, là, dans le pic. Ben, il y en avait 7 de moins sur mon affaire. Là. Ben oui, t'es haut, là. Fait que, tu sais, ça peut faire une maudite différence. Quelqu'un qui traverse le parc qui a fait une couple de kilomètres sur la neige en pneu d'été, t'as hâte d'arriver. Oui. peut t'annoncer ça. Et sur la Côte-Nord, on parle du 15 octobre. Donc, ceux qui... On pourrait mettre peut-être les gens qui font le Saguenay. 15 octobre, ce serait la date. Si tu te fais... J'ai jamais entendu quelqu'un dire que s'est fait pogner à ne pas avoir ses pneus d'hiver à temps. Mais si ça arrive, c'est quoi l'amende, à ton avis? Ça, j'avais entendu 200 $? Entre 200 et 300. Ça va varier. Ça dépend du policier que tu pognes. Oui. En même temps, est-ce que quelqu'un... C'est le genre d'affaires qu'on se dit, y a-tu quelqu'un qui... Mais des fois, pour le fun, je sais pas si je suis le seul à faire ça, mais des fois, je suis dans un centre d'achat, puis j'haïs ça. Fait que souvent, dans le centre d'achat, si on est là pour une commission, ma blonde est en dedans, puis moi, je suis dehors, j'attends, je prends de l'air. Puis là, des fois, je me dis, va checker, voir si les gens ont un pneu d'hiver. Quand t'es rendu, mettons, le 20 novembre. Puis t'es toujours surpris de voir qu'il y en a qui les ont pas. Ah, c'est sûr. Ou il y en a qui économisent aussi, Jerry. Il y en a qui ont le flocon dessus, mais le pneu, il est à fesse. Ouais, c'est ça. Mais... Moi, j'ai le flocon sur mon pneu. Ou il y a moi qui n'en a pas parce que moi, je m'envoie le 3 décembre. À toi, là. Ou encore, on avait un ancien directeur technique dans une ancienne vie au FM 93. Je ne dirais pas son nom, mais ceux qui se rappellent, lui, il avait un pneu d'été, un pneu d'hiver, un pneu de vélo et un pneu de tracteur. Il y avait 4 pneus différents. C'était épouvantable. C'est bon, ça, c'est pas fun, là. C'est assez épeurant. Quel est le marché mondial des pneus? C'est un marché... D'hiver? Non, des pneus en général. En général? Dans une année. Ça, c'est... C'est immense, là. Immense. C'est immense. C'est une grosse business. 175 milliards. Ah, c'est l'enfer. À chaque jour dans le monde, il se fabrique 3 millions de pneus. Ouais. Et maintenant, on en dispose mieux, mais dites-vous une chose, je ne veux pas être plate, là. Dites-vous une chose, Jeff. On s'en tirera pas. Non, mais c'est parce que nous autres,
on s'en préoccupe, mais il y a tellement de pays qui se préoccupent d'essayer de manger puis de boire, fait que récupérer les pneus. Bah, mais c'est non. pas la priorité numéro 1. Écoute, t'as vu les images d'Amsterdam cette semaine dans la rivière? Le nombre de vélos qui sortent de là. Ils sont très green. Hein, c'est bol, ils sont zéro green là. Des vélos, écoute, ils mettent la patente, ils sortent 50 vélos de la shop. Mais c'est qui le problème? C'est la ville ou c'est ceux qui tirent là? C'est pas mal le monde qui tire là. Le gars qui fait du vélo, il dit, moi, je suis green, je fais du bike. Ouais, quand il est fini, je sac dans la rivière. Mais en passant, petite note, je l'ai peut-être mentionné, mais ça, c'est grave. Quand vous louez un vélo, le problème, c'est que c'est votre carte de crédit, c'est vous qui êtes responsable. Et les bums, les petits jeunes, je dis les petits jeunes parce que c'est ce qu'on m'a expliqué quand j'avais vécu ça en Côte d'Azur, les petits jeunes, eux autres, leur fun, c'est de les scraper quand ils sont sous votre nom. Ils louent pas, eux autres, comprends-tu? C'est là le problème. Quand ils retrouvent dans la rivière, les policiers, tout ça, c'est un vélo qui avait été loué par quelqu'un qui est responsable. C'est ça, il faut que vous pensiez. Quand il se fait des méfaits... Les bombes, ils pensent pas à ça, eux autres. Christine. Les si grands monaques de bombes. Les jeunes, on n'était pas de même. Non, on était parfait. C'était le 2 pour 1. Merci, Gilles. C'est le fun. Regarde, mais c'est le fun d'être loin avec la technologie et tout, mais c'est toujours mieux quand on va être loin bientôt. Là. Je repars loin. Où tu repars, là? À Amsterdam. Ah! Tu vas chercher des Jerry, vélos! Jerry me dit, vas-y donc, là. Viens nous parler d'Amsterdam. Tu vas checker les vélos? Ouais, je vais voir les vélos dans la rivière. C'est sûr. Mais qu'ils reviennent, on va checker Marketplace, on va plein de vélos avant. Pas de suite. Moi, c'est la vibe là, au centre-ville là, qui est particulière. T'es allé récemment? Non, j'aimerais ça vivre ça pour une fois. Là. OK. Mais capoté. Je vais t'en parler. On va prendre des photos. Oui, puis tu vas nous parler de là-bas aussi, j'imagine. Oui. OK, good. Hey, Gilles Parent, voilà l'aubergiste. C'est l'aubergiste après? C'est-tu l'aubergiste? Oui. Non, l'autre bloc. Ah, OK. On finit donc Radio Pirate Live avec l'aubergiste. Merci, Gilles. Le 2 pour 1 avec Jeff Fillion et Gilles Parent vous a été présenté grâce à Airjust. Pour vos besoins en équilibrage d'air ou étude de votre système de ventilation, il y a juste un nom, Airjust. Établissements industriels, commerciaux, scolaires et résidentiels. Airjust.com. On est parti pour la pause et on vient avec la poubelle. C'est qui? Qui? C'est Yann. Oh, c'est Yann Sénéchal qui est avec nous autres après. Wow, on a du gros stock aujourd'hui. On vient dans un instant sur Radio Pirate Live. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. Ouais. C'est dur de tenir l'horaire serré quand t'as jasé avec notre ami Gilles Parent. Pauvre Yann, qui était stand-by. Donc, désolé pour le timing, mais Gilles, on dit 20, c'est 35. Donc, là, il faut le savoir. C'est l'inflation. Oui, c'est la nouvelle inflation. Quelle époque pareil. Comment tu vas, mon ami Yann? Yes, ça va bien, on est en congrès. Vous êtes en congrès de quoi? Investia, ça faisait 3 ans qu'on n'avait pas eu. Ah, c'est le fun. Donc, tu vois du monde. Est-ce qu'on perd l'habitude de... Toi qui es un gars qui adore voir le monde, est-ce qu'on se déshabitue de voir du monde? Est-ce que ça devient lourd de retourner à nos habitudes avant COVID puis qu'on se trouve bien dans nos pantoufles ou finalement ça fait du bien? Ben, je dois avouer que j'étais aussi sauvage que j'étais. Fait que de ce côté-là, ça n'a pas été dur. Mais moi, je trouve pas ça. Moi, je trouve que t'es dur avec toi-même. Je pense que t'es mieux qu'avant. Ben, j'ai assisté à 4 minutes de conférence à date. OK. Je suis extrêmement intransigeant. Si je m'emmerde, je m'en vais. Puis je me suis emmerdé à peu près à tout ce que j'ai essayé d'aller. C'est sûr que quand la première du matin commence avec les territoires non cédés. Oh! Arrête! Non. Ils sont pas tombés là-dedans, là. Ben, y a-t-il une compagnie d'investissement d'assurance qui tombera pas là-dedans? Ça, c'est plus la question à poser. Est-ce que la bosse, est-ce que c'est une bosse? Non, en fait, c'est une journée de conférence comme ça, c'est toutes sortes de gens, de différents assureurs, de différentes compagnies d'investissement qui viennent te parler. Fait que c'est pas la firme comme telle. Fait que tout le monde essaie de se démarquer un peu, puis nous, on est meilleurs que les autres. C'est un peu une compétition saine entre eux autres. Fait qu'évidemment, il y en a qui tombent dans la sauce woke assez rapidement. Mais non, à base, je suis jamais intéressé beaucoup par ces conférences-là. Je vais jamais là pour ça. Le monde du courtage, il y a des fusions-acquisitions qui se passent beaucoup dans notre milieu. Si tu veux être au courant de qu'est-ce qui se passe, c'est dans les corridors que ça se passe. Moi, je monte principalement là pour ça. Moi, je me suis donné une mission. J'essaie de recruter aussi des jeunes courtiers. J'étais un peu déçu à date. Écoute, je suis encore dans les plus jeunes, mais là, c'est parce que je suis rendu à 38 ans. Là. Ouais. Quoi, il n'y a pas de relève? C'est quoi? Les jeunes ne sont pas attirés par... Ah, c'est le manque de main-d'œuvre. Les jeunes sont ailleurs, j'imagine. Ah, pour vrai, il n'y a vraiment pas de relève. Les seuls jeunes qu'on voit, là, un peu plus jeunes que moi, c'est des gens qui sont en train d'acheter leurs parents. Mais il n'y a vraiment, vraiment pas de relève. C'est hallucinant. Je veux dire, je suis encore considéré dans les jeunes, mais je pense que ça fait 10 ans que je suis dans les jeunes. Ouais, ça, c'est bizarre. Là. C'est vraiment bizarre. À un moment donné...
À un moment donné, tu es censé voir de l'eau au moulin rentrer, tout ça, puis il n'y en a pas. Il n'y en a littéralement pas. Ce que tu vois, par exemple, c'est que tous les gains de productivité qu'on a font en sorte qu'il y a des cabinets qui deviennent de plus en plus gros. Tu sais, je veux dire, je regarde juste notre propre cabinet. On est 2 actionnaires dans notre cabinet, mais au fil du temps, on a dû acheter à peu près 8 à 10 courtiers. C'est toujours bien 8 à 10 personnes qui avaient des business de leur côté, puis qui maintenant sont gérés seulement par un petit cabinet comme le nôtre. Oui. C'est les gains de productivité qui nous permettent ça. Puis on est encore en train de regarder peut-être des fusions-acquisitions, mais là, présentement, j'ai 2 pieds. Si je fais vraiment attention, même du côté marketing, là, je plug quasiment plus mon entreprise parce que on a besoin de plus d'huile de bras, on a besoin de faire du recrutement, puis on a de la misère à en faire. On a vraiment de la misère à en faire. Fait que, est-ce que, je t'ai déjà posé la question, mais est-ce que pour des gens qui... Moi, je trouve que... Moi, je capote sur... je suis rendu à 55 ans. Puis toi, tu le vois peut-être par des clients, là. Mais moi, je capote de voir alentour de moi les gens de mon âge qui arrêtent de faire quelque chose, qui arrêtent complètement parce qu'ils peuvent. Tu sais, je veux dire, c'est un peu comme la COVID longue. Là. La COVID longue, on ne sait pas trop si ça existe parce qu'on ne peut pas voir ça dans une prise de sang. Mais la COVID longue n'existe pas chez des gens comme nous. C'est-à-dire que si moi, demain matin, j'ai la COVID longue, je suis obligé, si ça existe, je suis obligé d'aller travailler, OK? La COVID longue arrive chez des gens, si elle arrive pas vrai, elle arrive chez des gens qui peuvent s'absenter et avoir un long congé de maladie. Donc, genre, les profs, les gens qui travaillent, le gouvernement, les patents de même. Sinon, la COVID longue, comme par hasard, elle n'arrive pas pour le monde comme nous autres qui doivent se lever parce qu'on n'a pas ce genre d'assurance-là. Et finalement, je ne me rappelle pas de quoi je parlais. Là, pour arriver là, je me suis perdu bien raide. Là. Mais j'étais où, Jerry? Mais tu parlais, autrement dit, tu parlais de le monde qui travaille, en fait. Oui, c'est ça. Les gens plus âgés, les gens de mon âge... Ils peuvent arrêter de faire des choses. Ils peuvent arrêter parce qu'ils ont un package qui leur permet de prendre leur retraite à 54, à 56, à 58 ans. Ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Moi, je sais bien que demain matin, si, mettons, financièrement, je pouvais le faire, je vais mourir. Si j'arrête de travailler à mon âge, je vais mourir. Est-ce que si, mettons, j'arrête de faire ce que je fais, je suis obligé de continuer ce que je fais? Tout le monde pense que je vais faire de la radio jusqu'à l'âge de 100 ans. Ça n'arrivera pas, là. Mais je sais une chose, c'est que je vais avoir besoin d'un petit défi. C'est quelque chose de plus. Est-ce que je vais travailler avec une pelle mécanique, peut-être? Ou encore, pour le milieu de la finance, pour, mettons, quelqu'un de 55 ans, puis qui veut être actif encore jusqu'à 65, 70, quelqu'un de finance. Jerry, c'est un gars de finance. Il aime ça, la finance. Moi, j'aime la finance. J'aime les investissements. J'aime la bourse. J'aime un paquet d'affaires. Mais là, après ça, c'est de savoir, est-ce que j'ai ce qu'il faut, rendu à mon âge, pour apprendre à aller travailler pour des gens comme moi? Puis deuxièmement, est-ce que quelqu'un qui a une entreprise comme toi de ton âge, il dit, ouais, je vais prendre 1 an et demi pour développer quelqu'un qui va mourir dans 10 ans? Souvent, quand on parle de manque de main-d'œuvre, de manque de relève, puis de voir la population qui vieillit, il y a 2 réalités. Oui, on veut faire travailler les vieux, mais bien souvent, les entrepreneurs disent, je ne mettrai pas du temps à développer quelqu'un qui va probablement partir dans 10 ans. Tu comprends ce que je veux dire? Oh oui, je comprends bien ce que tu veux dire. Écoute, honnêtement, non, moi, je ne serais pas fermé. Moi, c'est sûr que les critères de recrutement sont vraiment simples. J'ai besoin de quelqu'un qui n'a pas plus que 3 ans d'expérience. Je m'en fous, honnêtement, qu'il ait 50 ans ou qu'il ait 25 ans. Je veux pas quelqu'un qui a pris des habitudes ailleurs puis qui arrive avec sa manière de penser, tout ça, parce que veut pas, les clients qu'on réfère de notre côté, ils m'entendent parler à la radio. Là. Fait que si le gars il arrive puis il fait des affaires complètement différentes de ce que moi-même je dis, il va avoir un manque de confiance, puis lui-même va en souffrir. Ses propres clients vont dire, ouais, mais Yann a dit telle affaire, pourquoi tu fais ça? Fait que, à un moment donné, j'ai besoin de quelqu'un qui n'a pas trop d'expérience pour être capable de le modeler. Fait que ça, c'est un de mes gros critères de recherche. Mais l'âge de la personne, je m'en fiche un peu parce que c'est un métier que tu es capable de faire vraiment très longtemps. Est-ce que ça prend un certificat en finance? Parce que c'est un. Oui. Ça prend. C'est 1 an à peu près? C'est quoi? C'est plus court que ça, Jerry. Ah oui? On parle d'environ 3 mois. Faire son cours là, avec l'AMF, c'est quelque chose comme 3 mois. Okay. Il n'y a pas de barrière à l'entrée dans ce métier-là. Okay. C'est vraiment un métier extrêmement simple à faire. Le problème, en fait, les gens qui font ce métier-là pendant très longtemps, c'est pas quelque chose qui est dur physiquement. C'est pas quelque chose qui est dur non plus sur le corps. C'est quelque chose qui peut être dur au niveau du stress. Parce qu'on fait perdre de l'argent au monde. Là. C'est ça. Donc là, en ce moment, la bourse, c'est de la merde. OK? Donc là, on dit aux gens, regardez pas vos affaires qui arrivent par la malle ou par l'Internet. Checkez pas vos REER, checkez pas vos affaires. Vous allez pogner les nerfs, là, puis ça donne rien. Attendez que la tempête finisse, puis on verra après.
on regardera la stratégie qu'on va faire quand il va y avoir des opportunités. Mais ça, c'est facile à dire dans les faits. Mais la réalité, c'est que on regarde tout en hypocrite. Là, OK? On regarde tout, puis on fait encore 300 points de moins après-midi. Tabarnache, qu'est-ce que c'est ça? C'est ça, la vérité. Là. Oui, puis en fait, c'est niaiseux un peu, mais notre travail, des fois, peut sembler inutile aux gens. On l'entend souvent, là, les conseillers sont payés trop cher. C'est des frais inutiles. Vous pourriez faire vos affaires vous-même, payer moins cher, ainsi de suite. Notre travail devient réellement utile dans des moments très précis. Les crises en sont un évident. Où est-ce que là, vraiment, le niveau d'anxiété monte énormément chez la clientèle, puis on aide à faire baisser ça, puis on aide à empêcher qu'ils fassent des transactions stupides comme vendre quand c'est pas le temps. Oui, parce que tout le monde a tendance à vouloir vendre. Exactement, mais tu sais, pour arriver à ça, c'est un travail qui se fait sur plusieurs années. Il y a un coaching du client qui se fait en prévision de la crise qui ne panique pas. Il y a plusieurs choses qu'on dit dans nos premières présentations, que le thinking, c'est pour justement préparer le client à recevoir le bon conseil éventuellement quand la panique va pogner. Je vais dire un peu, j'ai parlé à Denis Julien hier, puis Denis toujours aussi drôle, il dit le succès d'un conseiller financier, c'est réellement le nombre d'appels qu'il va avoir pendant une crise. Oui. Si le nombre d'appels est bas, ça veut dire qu'il a bien fait sa job. Puis honnêtement, c'est dur de ne pas lui donner raison quand il pense comme ça. Je vais te donner un autre exemple. Est-ce que toi, ça sonne? Est-ce que tu as beaucoup de téléphones? Non, par rapport à des gens qui font la même chose que toi, c'est assez tranquille. Donc, les gens sont conscients de ce qui se passe puis qu'ils savent que quand il y a une tempête, tu te caches puis tu attends que le soleil revienne pour prendre des décisions. Ouais. J'ai quelques gens qui écrivent, ils disent « Ouais, il me semble les rendements, ça va pas bien. » Non. Je leur parle, puis c'est vraiment facile de désamorcer ça. Ça veut dire que le travail a été fait. Parce que tu peux aussi avoir l'attitude, puis quand on parle de stress dans l'industrie, il vient beaucoup de là. Tu sais, il y a un peu de vente dans le métier, puis les gens ils ont une philosophie, le client est roi. Donc, le client a toujours raison. Ça, c'est une philosophie de vente, ça. Mais si le client est roi et il a toujours raison, ça veut dire que quand il est en train de paniquer, il veut vendre. Ça veut dire que tu fais la vente. Ben ça, c'est une solution vraiment pour avoir énormément de stress dans le business. Oui, je comprends. Parce qu'il y a de la déception qui est créée à tout bout de champ. Je vais donner un autre exemple où est-ce que des fois, c'est sous-estimé comment que l'impact est vraiment important. Il faut que je te conte cette histoire-là. Vous allez capoter un peu. C'est quelque chose qui est arrivé à un pirate. Évidemment, je ne l'identifie pas. Mais j'ai trouvé que son histoire était bonne à expliquer parce que ça montre des fois que d'être accompagné un peu par un conseiller, ça peut vraiment aider. Il vend son entreprise il y a quelques temps. Donc, évidemment, il y a un montant d'argent intéressant. Il a toujours placé son argent lui-même avec Disney. Ça, c'est bien correct. Je n'ai pas de problème avec ça. Fait que quand il arrive pour investir, il a envoyé un chèque de 200 000 $ dans le compte enregistré libre d'impôt, le CELI. Oui. Bon, déjà là, il y a des gens qui connaissent un peu comment le CELI fonctionne. Il y a déjà des il n'y a pas une limite, il n'y a pas une limite sur le CELI? Il y a une limite. Oui. Il y a une limite sur le CELI. La limite est de présentement 81 500. OK. Fait qu'évidemment, il défonce le montant de 120 000. Les gens ne le savent pas, mais la pénalité sur le CELI est extrêmement violente. C'est 1% par mois du montant que tu dépasses. Dans son cas, à lui, on dépasse de 120 000 $. Fait que 1% de 120 000, c'est 1 200 $. Fait qu'il y avait 1 200 $ de pénalité par mois qui s'appliquait sur son CELI. Puis évidemment... Il s'en rendait pas compte, il l'a pas vu, ils l'ont pas averti. Non? Ouch! Non, parce que le système le permettait. Déjà, le système de Disney a vu un achat de 200 000 $ dans un CELI. Il n'y a rien qui a allumé. Parce que c'est très bien écrit dans le document. Tu es on your own. Il n'y a pas de conseil. Tu fais tes affaires. Fait que cette histoire-là, elle m'a frappé parce que ça peut arriver à peu près à n'importe qui. Là. Quelqu'un qui fait un peu naïvement cette transaction-là, ils ne sont pas au courant non plus de la pénalité, comment elle est réellement violente. Puis c'est méchant comme pénalité parce qu'en plus, ils ne t'écrivent pas 2 mois après quand ils s'en rendent compte. Là. Ça prend des mois et des mois. Il devait avoir 15 à 18 mois de délai entre sa première transaction puis le moment où il reçoit le papier avec la pénalité qui est dans les 20 000 $. Là. Wow. Dans un marché bearish où que tu perds quasiment peut-être un peu à chaque mois. Donc, ça accentue la perte. Puis celle-là, c'est dur à récupérer. Là. Ça, c'est l'autre bout de l'histoire qui est un peu fou. Là, il y a je pense que c'est 120 000 ou 118 000 qu'il a mis en trop dans le CELI. Donc, il doit le retirer. Présentement, c'est ça que le gouvernement exige pour que les pénalités arrêtent de s'accumuler. En plein marché en baisse, alors qu'on dit de ne pas vendre. Le 200 000 aujourd'hui, il vaut en bas de 100 000.
Boum. Je sais que c'est en bas de 100 000, peut-être chose comme 90 ou 95 000. Mais là, techniquement, il n'est pas capable de retirer 118 000 ou 120 000. Parce qu'il n'est pas capable de le faire. Ben, il manque d'argent. Donc. Fait que je sais même pas comment. Parce que ça, c'est une situation de même, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça dans ma carrière. Fait que je sais même pas comment que le fils va traiter sa situation. Mais c'est un réel problème. Le fils lui exige de retirer 120 000, mais ses actions valent 90, 95. Fait que cet exemple-là démontre une tonne. Puis ça, l'autre affaire, vous savez, si vous l'aviez placé dans du non-enregistré, ben là, il y aurait eu clairement une perte en capital dans son cas, qui aurait pu être appliquée dans le futur contre des gains en capital. Mais là, parce que c'était dans le CELI, il y aura un compte pas, enregistré? Exactement. Mais là, il n'y aura pas la possibilité d'appliquer ces pertes en capital-là. C'est un cauchemar, son histoire, lui. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est des exceptions qu'on ne pense pas qu'il arrive. Lui, il a tout eu. Là. J'ai vu ça une fois en 12 ans. C'est pas quelque chose qui est fréquent, mais ça l'arrive. Fait que, tu sais, à un moment donné, des fois, tu te dis, ouais, tu sais, faire affaire avec quelqu'un qui connaît ça, il y a un coût. C'est définitivement, on paye de l'argent, mais c'est peut-être pas la fin du monde non plus de se faire aider pour éviter des gaffes comme celle-là. J'ai hâte de le revoir sérieusement, puis j'ai hâte de voir comment son histoire va se résoudre, pas parce que j'en ris ou peu importe, parce que ça me fascine un peu, parce qu'il y a des choses que je sais pas comment le fils va traiter. Ouais. Fait que je suis vraiment intéressé de connaître la dénouement de cette histoire-là. J'ai hâte de le revoir principalement pour ça, par curiosité. Mais c'est là que tu te rends compte, faites attention, parce que son CELI est complètement démoli. Il va sortir tout l'argent de son CELI, il ne restera plus rien dans son CELI, il n'y aura plus de droits de cotisation CELI, on ne lui redonnera pas ses droits de cotisation CELI, et il y a une pénalité quand même assez forte potentiellement à payer. Ouais. Ça a été une catastrophe, cette affaire-là, malheureusement. C'est un pirate, on le salue, puis on est 2000% avec lui, pauvre. Mais ça prouve une chose, que le courtage à escompte. Moi, c'est un peu ça. Tu sais, quand tu placotes de bourse comme ça, pour t'amuser, puis tu jases de bourse, le courtage à escompte, c'est pas fait pour tout le monde. Donc, oui, c'est fait pour tout le monde, mais moi, j'ai pris l'expression très, très simple à l'époque. Je disais, t'as l'argent sérieux, puis t'as l'argent pas sérieux. L'argent sérieux, ben, c'est justement ces montants-là qui sont très, très grands. Ça représente beaucoup, ça représente une partie de ta vie en réalité. Ça, c'est de l'argent sérieux. Oui. Un 10 000 c'est de la love money. C'est de la love money. Puis là, tu réussis à faire passer ton 10 000 à 18 000 en 2 ans. Puis là, tu taponnes là-dedans. Pas, je comprends. Mais l'argent sérieux, c'est une autre histoire. On est là-dedans. Là. Regarde, on a un bon bout de fête, puis on n'ira pas ailleurs que ça. Là. On est dans un bout où on n'en parle pas bien. Puis je pense que les gens, effectivement, il y a du stress. Puis il y a les histoires de prix à consommation. On parlait avec Gilles tantôt de sa corde de bois qui est passée de 165 déjà en ville, livré à 215. On est dans le 30%. Moi, je pense qu'on est dans une des époques les plus crosseuses de l'histoire. Tout le monde crosse tout le monde. L'époque crosseuse. Ah non, c'est l'époque. Des amis sont capables de crosser des amis. Je veux dire, c'est du jamais vu. Tout ça au nom de la COVID, du manque d'employés, de Poutine, etc. Tout est permis jusqu'à maintenant. Tout le monde crosse tout le monde. On se crosse aussi au niveau de tous nos projets publics parce qu'on ne se rend pas compte que cet argent-là provient de nos propres poches, incluant celui qui crosse. Donc, tu sais, je veux dire, on est dans une période, une des pires périodes. Moi, l'humain m'écoeure quand on est dans cette période-là. Ça m'écoeure de voir qu'au nom de... Vu qu'il y a des opportunités sur le dos de telle chose, telle autre chose, c'est une combinaison parfaite, plein de monde sont justifiés de charger le montant qu'ils veulent, puis ils savent que malheureusement, les gens, souvent, oui, ils pourraient dire non, mais souvent, ils peuvent pas dire non parce qu'ils ont besoin vraiment de cette affaire-là. Donc, c'est une des pires époques, puis je dirais que c'est across the board. Mais parlons de la bourse, il y a aussi un stress, on vient d'en parler. Moi, je regarde ce qui se passe, puis je pense qu'on ne s'en rend pas compte, mais on est en train de vivre une des plus grandes corrections boursières dans des secteurs, je pense que c'est le nettoyage de quelque chose que toi, tu n'as jamais vraiment embarqué, mais toutes les licornes et ces grandes compagnies-là qui ont vendu l'avenir, qui ont vendu des profits à venir mirobolants, ou encore qui en ont fait, hier tu parlais de Wayfair, Jerry, exactement, qui en ont fait pendant la COVID, mais finalement n'en feront plus jamais. Wayfair va probablement disparaître, alors qu'on voyait Wayfair comme étant... Un an de profit en 11 ans. On disait Sears Décor ferme parce que Wayfair existe. Tout ça, tous ces autres-là vont mourir. Moi, je pourrais t'en nommer plus que Wayfair. Là. Il y a beaucoup de... Uber ne passera pas à travers. Roku ne passera pas à travers. Shopify, j'ai des gros doutes.
Mais là, c'est parce qu'il y a des milliards et des milliards dans des fonds de pension là-dedans, du monde ordinaire. Probablement même que toi, tu as des fonds qui ont de ces produits-là à travers. Qu'est-ce qui va arriver si on a un réveil brutal de voir toutes ces compagnies-là se faire corriger? Tu sais, des fois, il y a un Enron qui arrive, il y en a un de temps en temps. Mais là, j'ai comme le feeling qu'on a un méga nettoyage qui est en train de se passer. Tu sais, les livres de finances bien poussiéreux, là, la Benjamin Graham, là, tu le connais, le livre probablement, Jerry. Là. Ça a été écrit dans les années 1920-1930. C'est fascinant. On pensait que c'était plus des livres modernes. On pensait que c'était des livres dépassés. Là. Ah, j'ai jamais pensé ça. Non, ça, je ne sais pas toi, mais la majorité des gens, oui. Les profits sont importants. Quand tu achètes les entreprises, tu achètes un flux de profit dans le futur. Ben, Jerry, je sais que tu es le même, mais Jerry parle souvent. Depuis que j'écoute Jerry se pose tout le temps des questions quand une compagnie ne fait pas de profit. Puis moi, je suis pareil. Là, moi, je ne suis pas comme vous autres, mais je veux dire, moi, en tant que... Moi, je veux voir du monde qui font de l'argent. Moi, quelqu'un qui me dit qu'il vaut 200 ou 400 milliards, puis que là, il y a un chiffre d'affaires de 30 milliards, puis qu'il cale 4 milliards. Moi, tu sais, des compagnies techno, c'est ça. Mais comment ils font avec des revenus de même pour caler encore de l'argent de même, année après année, année après année? Ça se peut pas. Les 4 mots les plus dangereux en bourse, c'est maintenant, c'est différent. Oui! C'est les 4 mots les plus dangereux. T'aurais dû dire 3 mots là, si on se fait à Biden. Là, oui, c'est toujours un mot de moins que la phrase. C'est parce que apostrophe, c'est un mot. Oui, c'est ça. Mais non, c'est de penser qu'on vit dans un nouveau paradigme, puis là, maintenant, ça a changé, puis là, c'est... Écoute, Buffett se l'est fait dire en 2001. Ben, Buffett, il a tout ri de tout le monde après. Le bonhomme, c'est une légende vivante de 95 ans, 96 ans, qui a toujours fait à peu près la même chose en finance, puis que ça a toujours fonctionné. Puis aujourd'hui, ben, ça fonctionne encore. C'est la simple réalité. Donc, une compagnie de ketchup, on va encore avoir besoin de ketchup. Ben, si la compagnie fait des profits, oui, puis si elle ne fait pas de profit, ben, qu'elle fait. Ouais, c'est ça. Ça a toujours été ça, ça va toujours être ça. Et avec de l'argent artificiel, avec des taux d'intérêt extrêmement bas, tu réussis à créer une distorsion temporaire. Puis ça, c'est ce qu'on a vécu, surtout de 2017 à 2020. Je pense que c'est là que ça a été vraiment le pire, où est-ce que les technos ont pris beaucoup, beaucoup de place, les licornes, puis que justement, il y avait des compagnies qui n'étaient même pas profitables, qui prenaient beaucoup de place. Tu sais, regardez l'histoire de Facebook. Facebook, regardez les graphiques, regardez comment ça se passe niveau profitabilité, tout ça. Il y a beaucoup à apprendre de ce graphique-là. Puis c'est un graphique que je me sers présentement pour coacher un peu les clients. Qu'est-ce que tu vois de Facebook? Parce que Facebook se fait malmener en bourse. Moi, j'ai vendu des actions de Facebook à 360 piastres à peu près. Puis je pensais que je faisais une gaffe. Puis finalement, j'ai parti du high de l'année probablement. Puis là, c'est rendu à 120 piastres, je pense. Donc, est-ce que Facebook va se relever? Puis c'est quoi les raisons de l'effondrement de Facebook? Ben, c'est qu'il était trop cher. Facebook, c'est une compagnie, c'est une machine à imprimer de l'argent. Regardez les profits, il y a des profits dans Facebook. Oui. C'est des vrais profits. Les profits sont en croissance. Fait que ça, c'est toutes des bonnes nouvelles pour Facebook. C'est une compagnie, par contre, qui ne verse pas de dividendes. Aucun dividende. C'est ça l'histoire. Aucun dividende. Fait que ça veut dire que l'actionnaire, tant aussi longtemps qu'il est persuadé que ça va croître, que Facebook va continuer à croître, puis Facebook va avoir des bons projets, puis les projets qui sont mis en place vont lui donner un bon rendement, ça ne le dérange pas de ne pas avoir son argent, donc il tolère le fait de ne pas avoir de dividendes. Par contre, à un moment donné, quand il arrive une pression de l'actionnaire, il dit « Écoute, tes projets un peu farfelus de Metaverse puis tout ça, j'y crois pas tant que ça, je peux-tu avoir mon cash? » Oui. Fait que là, Facebook ont commencé à faire des share buyback, qui est une façon de redistribuer de l'argent aux actionnaires. On retire des actions du marché, ce qui fait augmenter la proportion de tout le monde un peu. Il y en a moins en circulation, c'est ça. Exactement. Puis ils utilisent de l'argent liquide pour faire ça. Bien là, les actionnaires, de plus en plus, mettent de la pression sur Facebook pour dire « Continue à faire ça. Je préfère que tu fasses des share buyback, que tu fasses des astifies de niaiseries avec l'argent, comme dans le Metaverse, des choses comme ça. » Puis pas rien que ça, les actionnaires, il y en a qui disent « Arrête d'être le censeur de la planète. Là. Puis laisse le monde écrire ce qu'ils veulent, parce que ce qui va arriver, c'est que le monde va aller sur d'autres plateformes. Quand tu vas aller sur d'autres plateformes, tu vas avoir moins de pubs et tes profits vont se mettre à descendre. » Ça peut arriver, effectivement. Mais pour l'instant, les profits vont bien. Mais quand tu regardes présentement Facebook qui se transige à du 11 ou 12 fois les bénéfices, avec une compagnie qui a une croissance maintenant modérée, qui a déjà eu de l'hypercroissance, mais là, elle a une croissance qui est modérée. 12-13 fois les profits, c'est bien correct. Oui, c'est peut-être sa vraie valeur, c'est elle. C'est ça.
Mais ça veut dire qu'elle ne leur montrera pas. C'est ça mon point. Là. Ceux qui ont acheté du monde ordinaire ou ils ont acheté ça à 300 quelques piastres, ça va être dur de remonter à 300 Il faut que le chiffre piastres. d'affaires augmente puis les profits augmentent. C'est ça. On s'est entendu que le chiffre d'affaires, c'est quoi? C'est 120 milliards, puis le profit au bout, c'est 33. Là. Ils font de l'argent comme de l'eau, mais à un moment donné, il faut que... Il n'y a plus de croissance. Si on veut que ça remonte, il faut que la business augmente. Là. Oui, mais là, il y a plus le rêve. La business augmente. Non, C'est parce que tu as du temps sur ton téléphone. Tu l'as passé sur Facebook, mais là, tu es allé faire un tour sur Twitter. Tu es allé faire un tour sur Snapchat. Tu es allé faire un gros tour sur TikTok. C'est acheter l'avenir. Et puis, acheter l'avenir, ça fait, mais à un moment donné, quand tu crois moins à la croissance, ben c'est plus difficile de faire croire à quelqu'un que l'avenir va être là, on parle d'une compagnie qui fait du cash. Il y a une Christie de gang qui n'en va pas. Ben, c'est eux autres là, qui sont mélangés. C'est ça aussi, quand on parle de stock techno, tu embarques Apple là-dedans. Apple, je pense que je vais le mettre vraiment à part. Il y a des compagnies qu'il faut que tu mettes à part parce que Microsoft aussi. Parce qu'il y a plein de weirdos à travers. Là. Moi, j'ai toujours un biais fondamental vers le style d'investissement valeur. Ça a toujours été le cas, ça va toujours être le cas. C'est le style qui fit ma personnalité, qui s'explique bien, qui a une logique avec les clients, puis c'est ça que je fais. Ben, les gens ne s'en rappellent pas, mais en 2015-2016, dans les portefeuilles value que j'avais les titres d'Apple à l'intérieur. J'avais du Microsoft à l'intérieur. Oui. Puis à un moment donné, mes gestionnaires ont fini par les vendre parce que les ratios cours-bénéfices étaient démesurés pour ce type de compagnie-là. Fait que ils ont disparu peut-être aux alentours de 2018 environ de mes portefeuilles. Là, les gens sont là, ouais, mais si tu les avais gardés, tu aurais fait du rendement. Ouais, mais c'est des gestionnaires à valeur. Les autres, une compagnie qui est rendue en haut de 40 fois les profits, ben, ils prennent leur profit. Ils laissent ça à d'autres investisseurs, ces affaires-là. C'est pas leur game. Ben là, quand je regarde une compagnie comme Facebook à 12 fois les profits, je ne l'ai pas vu encore réapparaître dans mes portefeuilles, mais je ne serais pas surpris que ça arrive dans une couple d'années ou une couple de mois. De voir c'est quoi. Parce que c'est quoi la différence aujourd'hui entre Facebook et une banque? Bon, on ne sont pas dans la même industrie, je comprends ça. Mais financièrement, tu prends un revenu, tu prends un profit, tu prends la croissance, tu regardes les share buyback versus les dividendes. Facebook pourrait être définitivement une compagnie qui se met à émettre du dividende demain matin et puis tout le monde serait content. Là. C'est ça. Ça pourrait être un blue chip, cette affaire-là, là, qui est un grand verseur de dividendes. Pourquoi pas? Tant qu'à aller faire des niaiseries dans le metaverse, donnez-moi mon argent. C'est pour un actionnaire de Facebook, par exemple. Il y a eu beaucoup de... On pense qu'il y a juste WeWork, là, qu'il y avait du monde pété dans la patente, là. Mais il y en a une méchante gang. Ils viennent de sortir les lunettes. Là. Ils sont à 1500$. Là. Ils viennent de sortir? Oui, ça fait hier ou avant-hier. Là. C'est assez cher, 1500$. On ne s'enlèvera pas cette affaire-là. C'est ça. On peut-tu trimer 10 000 employés de Facebook, tu penses? Oui. Toi puis moi, on ramasse la business. Là, puis on dit, Zuki, là, va t'asseoir. Zuki. Le grand rêve, c'est fini. On va revenir back to basic. On fait le ménage de la compagnie. Si tu n'es pas utile dans la compagnie, on te met dehors. Ouais. Je pense qu'on peut en trouver 10 000. D'après moi, oui. Quand on t'a sauvé un 25 minutes de patente plate dans ton congrès, donc là, malheureusement, tu dois y retourner. Hey, merci Yann. Yann Sénéchal, votre conseiller.net, podcast également disponible et il est partout sur les réseaux sociaux si vous le cherchez également. Et là, c'est vrai qu'on y va vers le lancement du week-end officiel avec l'aubergiste qui est stand-by. C'est un vin de l'Espagne. Ben oui. Surprise! Ah oui! Radio Pirate. 100% Pirate. Radio Pirate. RadioPirate.com. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. J'ai une question à te poser. Oui. Elle me vient d'un auditeur qu'on a depuis longtemps, qu'on avait perdu de vue un peu, mais qui est de retour. Martin Frizou me demande, est-ce vrai? Et ça, on s'en va dans les choses personnelles, mais ici, à Radio Pirate, on a toujours fait ça. On est comme ouvert, on est très près de on s'expose dans le sens qu'on ne vous cache rien. On est le plus vrai possible. Donc, je ne peux pas faire autrement que poser la question parce que moi aussi, je me suis posé la question. La question est la suivante. Donc, avant de commencer l'aubergiste, la question s'adresse à l'aubergiste. Est-ce que c'est vrai que l'aubergiste aurait une relation extra-conjugale avec la femme de Jerry? Arrête. Ça, c'est très personnel. Là.
Oui. Mais oui. Ouais! Voyons! Ouais! Hey, on va faire le séjour. On va enlever finalement Nathalie Simard qui est là depuis 15 ans. On va changer le séjour. Ah ouais! Yes, sir. Mais il faut dire que l'aubergiste est attachant. Oui. Mais là, moi, j'ai une question, une sous-question. Sous-question. On lance le week-end en posant. Y a-tu déjà eu des trips à 3? Avec Jerry et l'aubergiste? Ça dépend combien de bouteilles de vin sont bues. Ah là, c'est too much information. Ouais, c'est quasiment une poubelle. Hey, vous allez être surpris, on s'en va en Espagne. Oui, ben l'aubergiste est présenté par... Oui, Canadian Club. Canadian Club. Les whisky canadiens, on les adore. Le fameux Rye Whisky de seigle, Canadian Club, ils ont un 100% Rye. C'est l'étiquette verte forêt. Extraordinaire, mi-corsé. Regarde, c'est plein de douceur. Vous allez triper. Et aussi abordable. Canadian Club, 100% Rye, l'étiquette verte forêt. Vous allez triper. Moi, je suis très têteux, cette affaire-là, puis c'est très bon. Là. C'est excellent. Moi, je détecte tous les arrière-goûts de ces produits-là. Puis je suis bien tannant. Ça, il n'y a pas d'arrière-goût, il n'y a pas rien. C'est parfait. C'est comme si vous faisiez quelque chose vous-même. C'est prêt à boire et c'est excellent. L'aubergiste veut juste ramener à l'ordre Jerry. OK, qu'est-ce qui est arrivé avec Jerry? Mais là, il est parti. Écoute, là, il est non, parti. mais je vais le remettre à l'ordre. En début de show, Jerry a parlé justement du CSP, donc les caisses, la bière, tout ça. La bière qu'il parlait, c'est la bière domestique. D'importation. Non, c'est la bière le prix qu'il a donné, c'est la bière d'importation. La domestique était moins chère. Mais le prix qu'il a donné... ça veut dire quoi? Heineken, Stella Artois, et ces prix-là. Les blanches de Bruges, ces affaires-là. Ça, les prix, là, c'était complètement fou. Mais la bière domestique était moins chère, mais quand même bourrée de taxes. Oui, c'est ça. On s'entend-tu, là? Bourré de taxes. On salue Jerry, écoute bien. Oui, c'est ça, Jerry. Ça lui a fait dire pareil. C'est comme moi hier, j'ai fait une gaffe. Écoute, moi, j'en ai fait avec sa femme. Oui, c'est ça. J'en ai fait une gaffe, moi. J'ai pensé que le ministre de la Santé n'était plus ministre de la Santé une fois que la Chambre est dissoute. Puis c'est les députés qui ne sont plus députés. C'est ça. Puis le ministre reste ministre. Reste ministre, mais il n'est pas député. C'est ça. C'est spécial, ça. Mm-hmm. Ça veut dire qu'on pourrait avoir des ministres pas élus. Ouais. Ben, moi, je trouve que ça vaut une brèche. Ça peut être une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on a donc? On s'en va en Espagne. On est dans le rouge, quoi? On est obligé de retourner en Espagne parce que... c'est donc bien plat. Non, mais obligé. Dans le sens que, oui, on est dans le rouge. La face, c'est que c'est une nouveauté qui n'en est pas une en tant que telle parce que on connaît la marque, si je peux dire. On va dire que c'est un brand. On connaît le brand Anciano. A-N-C-I-A-N-O. Anciano, qui ont... du vin tout à fait extraordinaire. Mais l'affaire, c'est que Anciano, c'est une marque très connue, même en Espagne. Mais Anciano, c'est plusieurs bodegas à travers le monde. Exemple, Espagne, Portugal et Argentina, l'Argentine. Donc, Anciano, il y a de l'Anciano qui vient de différentes places en Espagne, différentes places au Portugal, mais c'est le même brand en réalité. Mais là, l'affaire, c'est qu'à la SAQ, on l'a depuis toujours l'étiquette beige, l'Anciano Valdepeñas. Tout le monde l'adore, tout le monde le connaît. C'est un vin régulier à la SAQ. Tu as l'Anciano étiquette or. Donc, lui, c'est un grenache qui vient de la région de Barcelone. Mais le nouveau Anciano, l'étiquette noire, Reserva, qui vient de la Rioja. Oh boy! Là, on tombe dans une patente. Là, on tombe dans une histoire. Une bouteille à 17,50. Moi, je suis un fan des... À la base, je suis un fan de Pinot Noir. Okay? Pinot Noir, c'est touché. Parce que des fois, tu dis c'est pas bien goûteux. Ça dépend de quel Pinot qu'on touche. C'est sûr qu'il y a des gens qui aiment beaucoup les Pinots. Pas les Pinots, mais les vins très, très pesants, je peux dire. Pinot, c'est pas ça. Il y a une légèreté. Il y a un côté girly, léger à du Pinot. Mais le Rioja, c'est un peu comme ça. Il y a un côté girly, raffiné. Ça n'a pas de sens. L'Anciano Reserva Rioja 2016, l'étiquette noire qui vient d'arriver, c'est établi à la SAQ.
Il vient d'arriver là. Il était pas là il y a un mois. Là. Il vient d'arriver. Quand même 6 ans. Oui. L'affaire, c'est que c'est un réservat. Donc, ça veut dire quoi? Lui, il a fait 3 ans de maturation. Il a fait quoi? 18 mois de fût de chêne américain. Il y a un côté boisé, là. 23 Non, il est à 17,50. Hein? 17. Ça, c'est bon, là. 17,50. Des vignes de 35 ans à faible rendement. Garde, faible rendement, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de raisins par cep, si je peux dire. Donc, il y a un meilleur concentré. L'énologue en arrière de ça, le gars il s'appelle Norel Robertson. Robertson, c'est un Écossais. Mais lui, il reste en Espagne depuis 2003. C'est un gars qui a travaillé en Californie, dans le coin de Napa. Il a travaillé en Nouvelle-Zélande aussi. Un gars très, très connu. Et c'est lui qui a donné son expertise pour l'Anciano. Et c'est la sélection, on va le dire en espagnol, Selección del Enólogo. C'est-à-dire la sélection de l'énologue. C'est tout à fait extraordinaire. Cette bouteille-là est à 17,50. Je vous le dis, elle en vaut le double. C'est bon, ça n'a pas de sens. C'est sûr que là, on est rouge clair. Donc, quand tu le mets dans le verre, là, cerise, rouge clair. Des petits reflets marrons, c'est normal, il est vieilli. Des arômes là, très complexes, balsamiques, très minéral. Et là, il y a le bois. Hein. Oui, il y a du bois. Il y a du boisé. C'est même pas le boisé, tu ne touches pas à ça. Mais un fin boisé, très fin, très doux. C'est très féminin comme vin. C'est bon. C'est un nuage. C'est incroyable. C'est bon, ça n'a pas de sens. Ça, avec une pizza, tu brailles. Là. Ça, c'est le genre de bouteille de vin, OK, que tu pars au début d'une game de hockey puis tu acclenches tout seul. Là. Pour vrai, là. Non. Ça coule. C'est bon, ça n'a pas de bon sens. Anciano, Reserva, Rioja, l'étiquette noire d'Anciano, il vient d'arriver dans les SAQ. Est-ce qu'il y en a dans les SAQ? Ouais. Oui. Ce qui est drôle, c'est que tu le vois, là, qu'il vient d'arriver ces tablettes. Les SAQ, il y a des 12, 24, 36, 48. OK, donc il y en a personne qui les achète encore. C'est ça. Ça veut dire que les caisses, ils viennent d'arriver. Là. Oui. Les caisses viennent d'arriver. Donc, oui, il y a du stock. Mettons, ici, dans la région de Québec, il y a du stock. Il ne faut pas s'énerver, là. Mais, je vous le dis, à 17,50. C'est un steal. Si vous avez un peu d'argent... Moi, mon conseil, Jeff, je vais te dire, c'est quoi? Tu achètes une bouteille. Tu y goûtes, t'aimes ça, tu en achètes 12 pour le temps des fêtes. Ça, c'est sûr que le temps des fêtes, ils vont mettre ça à la table et tout le monde, grand-maman, si on peut avoir, grand-maman, tout le monde, là, même les plus jeunes qui ont 20, 22 ans. Vous allez être 4. On va avoir 12 bouteilles. Mais quand... Alors, on demande qu'il n'y ait pas plus que 4 personnes à Noël. Là. La COVID avec le B112, c'est dangereux. À ce prix-là, présentement. Puis en plus, il y a 500 points bonus, un genre de 50 cents. Donc, en réalité, il revient à 17 piastres la bouteille. Puisqu'avec l'espèce de points bonus bizarre de la SAQ. Mais quand même, achetez une bouteille. Tu y goûtes. Si tu aimes ça, comme moi j'aime ça, tu achètes un 12. Ça, c'est sûr. Il y en a un peu partout. Regarde, Drummondville, il y a du stock 4 caisses dans la SAQ. C'est du 4 caisses, 3 caisses un peu partout. Donc, amusez-vous. Zéro stress. Anciano, Reserva, Rioja, étiquette noire. C'est un gars à watcher, mais on l'aime pareil parce qu'il lance le week-end. N'est loin de votre femme, par exemple, parce qu'il est main baladeuse. Et on peut suivre l'aubergiste où? Sur Instagram, Facebook, TikTok. Et même TikTok. Ben, j'aime ça, TikTok. Là. Et les podcasts. Oh, yes. Oh! La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. Wouhou, Jeff. J'ai lancé le week-end grâce à l'aubergiste, mais allons-y avec nos petites vidéos vite avant de partir. On a un microbiologiste d'après TVA qui en a contre le vaccin Pfizer. On ne sait pas trop c'est qui, mais on a pas mal trouvé c'est qui. C'est un gars qu'ils connaissent bien, ils ont oublié son nom. Il s'appelle Amir Kadir. Vague, est-ce qu'on est déjà dedans? Est-ce que c'est inéluctable? Quelle perspective tu vois là, pour les prochaines semaines? Je pense que le choix du mot vague n'est plus approprié parce que ça ne correspond plus au même phénomènes dans leur intensité, phénomènes épidémiques dans leur intensité sur le plan santé publique et menaces
disons, à la santé des personnes vulnérables. Mais il y a une montée des cas, comme pour toute saison, à l'approche de toute saison automnale et hiver, on a une recrudescence des infections des voies respiratoires. Et maintenant, la COVID, le SARS-CoV-2, donc la maladie COVID-19, fait partie de ces infections des voies respiratoires. Et je ne suis pas sûr que la répétition des mêmes vaccins type Pfizer soit la solution. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh! Ben, c'est parce que le vaccin Pfizer... Ici, voilà. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je te donne une chance de te prendre. Attention, Amir Kadir, ça peut être votre dernière chronique. On a même oublié votre nom. Là. Il s'appelle l'infectiologue, le microbiologiste. On ne le connaît plus. Là. Qui est ce gars-là? Je ne connais pas. Qui est ce gars-là? Madame la tendresse. La chose, madame. C'est qui le gars à côté de vous? Là? Je ne connais pas. A la faiblesse, cette méthodologie, c'est-à-dire les vaccins ARN, ont la faiblesse de leur force. Leur force venait du fait qu'on avait besoin juste d'une courte, un petit bout de l'ARN du virus qui représentait un cible particulier pour fabriquer des anticorps et fabriquer un vaccin à très grande échelle facilement, donc rapidement. Cependant, on sait très bien que ce genre de vaccination ne produit pas une immunisation qui est durable. On en a eu la preuve. Il faut vacciner et revacciner à tous les quelques mois. Amir Kadir est notre ami! Amir Kadir! Je l'ai vu, la vidéo, hein, parce qu'un matin, je ne l'avais pas vu. Oui. Mais Emmanuel la traverse. Ah non, elle est en sacrament. La face lui change complètement pendant la vidéo. À la fin, là, on y voit juste le front. Regarde, elle veut rien savoir. Elle veut rien savoir. Regarde, elle a dit, sortez-moi ce gars-là. C'est qui ce gars-là? On y enlève son nom. Un que j'ai pas entendu, on va aller entendre le ministre, pas député, de la Santé hier lors de la conférence avec M. Boileau. Boileau, c'est le gars qui parle de la crème glacée et du burger. On va revenir tantôt là-dessus. Chez les jeunes, puis il ne faut pas se le cacher, les pourcentages sont plus bas. Mais il faut aussi tenir compte, puis ça, on en a discuté souvent dans nos rencontres, qu'il y a plusieurs d'entre eux, puis probablement une proportion plus grande que chez les plus âgés, qui ont fait la COVID au cours des derniers mois. Donc, je leur rappelle, eux aussi, à ces plus jeunes-là, qu'il est important d'aller chercher votre dose de rappel, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, lorsque ça fait au moins 3 mois que vous avez fait la COVID. Hey, quel bullshit. On sait très bien que, un, ils n'en ont pas besoin. Deuxièmement, on voit que les garçons de 18 à 39 ans, les hommes de 18 à 39 ans, ça peut être dangereux. Regarde, c'est n'importe quoi. Ça continue. La seule place dans le monde où ça chire encore, c'est la COVID. C'est le Québec. On est reparti encore avec les histoires de piqûres. Ils sont complètement débiles. La vérité, c'est qu'il n'y a personne qui veut. Il y a 22 % des gens qui sont corrects avec leur dose si on regarde en fonction de leur fenêtre de 5 mois. Le reste, ils ne veulent plus rien savoir. Tu voulais dire quoi, Mr. Wong? Non, mais je veux dire, ce que je me demande, c'est comment ça qu'ils ne suivent pas les médecins? Il y a des médecins reconnus qui se prononcent, là. Oui. Tu sais, que Dr. Weiss, c'est pas un tout nu, là. Qui écoute ces médecins-là. D'après moi, qu'est-ce qu'il a dit? L'as-tu l'audio du docteur? Oui, le docteur, il était à Mario Dumont. Oui. Et Mario Dumont, lui, il veut que ça continue. Là. Il insiste. Là. Mario Dumont, il a peur, puis il veut que ça continue. Puis là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le docteur Weiss, lui, c'est un monsieur qui est censé, il est professeur là, de médecine à l'Université McGill. Là. Fait que lui, il a dit, bon, je vais prendre je suis à la TVA, là, il dit, je vais prendre mon temps pour lui expliquer en espérant qu'il comprenne. Ouais, mais je pense qu'il comprend pas. Il y a trop... Avec la peur, tu comprends plus rien. C'est quoi qu'il disait, la chose? Là, numéro 3. Il disait, quand la peur est installée, tu peux faire passer n'importe quoi. Ah, je l'ai, ça, le numéro... Machiavel. Je l'ai au numéro 5, ça, si tu veux l'entendre. C'est quoi? Qui? Numéro 5. Qui? Écoute. Numéro 5? Numéro 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai-tu ça, moi? 5, j'ai peur. Puis l'inquiétude, là, je peux vous dire, ça se transmet pas mal plus vite que n'importe quel microbe. La peur, là, c'est une très mauvaise conseillère. Puis la peur, là, elle fait faire des affaires qui n'ont pas de crise de bon sens. Ah, je l'aimais, cette Arruda-là, moi. Ah, c'était le J'aimais cette Arruda-là. Ça, c'est l'Arruda du début, là. Oui, donc, Mario Dumont qui se fait la leçon, mais Mario est arrivé chez eux. Ah, chérie, un gars qui a essayé de me dire des affaires, là, je ne l'aurai plus maintenant comme invité, là, et lui, il veut que ça arrête, là. Je voyais des experts européens qui disaient le problème, c'est que les gens ont baissé la garde d'une façon démesurée, là, comme s'il n'y avait plus rien, incluant des gens qui sont eux-mêmes plus à risque, des gens plus âgés ou des gens qui n'ont pas une bonne santé, mais qui font plus attention du tout.
Alors, je voyais des experts qui disaient, on devrait peut-être pas obliger là, par loi, mais encourager beaucoup plus fortement le port du masque dans des espaces clos, dans des espaces très restreints, la distanciation. C'est comme si tout le monde avait tout oublié. Est-ce que ces messages-là doivent être redits à la population? Est-ce qu'il y a nécessité de la part, par exemple, du gouvernement là-dessus? Moi, je pense que pour l'ensemble de la population, l'aspect population générale, je pense qu'à l'étape actuelle, le port du masque ou la distanciation n'est plus de mise. Je pense que pour des individus qui ont des facteurs de risque particuliers, à ce moment-là, et puis ça c'est à eux d'en juger eux-mêmes, de porter de façon volontaire un masque, en plus d'avoir été adéquatement vaccinés, ça fait partie, je vous dirais, des mesures qu'ils peuvent prendre. Mais on parle plutôt d'une approche individuelle que sociétale à cette étape-ci. C'est-à-dire, je ne vois pas le bénéfice de refaire porter des masques à l'ensemble de la population pour aller dans un centre commercial ou pour aller faire son épicerie. Je pense que même aux États-Unis ou en Europe, personne ne va aller dans cette direction-là. Et pour avoir été récemment en Europe et parler à mes collègues européens, je pense que l'ensemble des gens s'entendent que ce n'est pas une solution qui sera faisable et viable à long terme. Et de la même façon, avec mes collègues américains qui en savent très bien. Bien sûr, vous allez toujours avoir des voix discordantes qui vont se dire qu'il faut mettre en place un ensemble de mesures. Mais je pense que ces voix-là, à un moment donné, ne tiennent pas compte de la compréhension de l'ensemble de la société. La COVID, c'est pas juste de la médecine. La COVID, c'est à la fois un problème sociétal, c'est un problème d'accès au travail, c'est un problème de conséquences psychologiques, c'est un problème de conséquences économiques. Donc, on ne peut pas isoler la COVID d'un point de vue société sur seulement quelques individus qui ont des facteurs de risque. L'immense majorité d'une population, à un moment donné, n'a pas de facteur de risque particulier. Alors, pour l'ensemble de la population, pour 90-95% des Québécois, la COVID, oui, ils vont l'attraper, certains vont être malades. L'immense majorité de ces gens-là n'iront jamais à l'hôpital se faire traiter, ils n'en auront pas besoin. Malheureusement, oui, il y a des gens plus à risque qui risquent d'avoir des complications, qui risquent à ce moment-là d'avoir besoin de l'hôpital, mais on a aussi des outils aujourd'hui qui permettent de réduire les risques d'hospitalisation dans cette population-là si on les traite rapidement. As-tu compris, Mario, là? Là, tu voyais la face à Mario à côté qui avait de l'air perdu, là. Ah! C'est comme quelqu'un il vient de se faire dire que c'est un extrémiste. Là. Il vient de se faire dire en une phrase, vas-tu arrêter? Oui, vas-tu arrêter, je vois le vert, de faire peur au monde? Et pour 95, ça ne change rien. Là. Ils ne sont pas à risque, eux autres. Arrêtez. Petite nouvelle, vite. Parkland, le shooting à l'école, on s'en rappelle. Donc, on a eu tantôt le jugement. Malheureusement, donc, cet homme-là, ce jeune homme-là, ou ce trou de cul-là, appelez-le comme vous voulez, devra mourir en prison. Il ne sortira jamais de prison. Mais il n'y aura pas de peine de mort. Ça m'a surpris. Regarde, c'est quelqu'un qu'on n'a pas besoin dans notre société avec tout le mal qu'il a fait. Moi, je suis pour la peine de mort quand il arrive quelque chose de même. Regarde, c'est pas une patente de 25 ans puis un calculage. Non, ça, c'est à vie. Il ne ressortira jamais. C'est ça. Il ne ressortira jamais, mais je pense que la majorité aurait aimé que ce gars-là soit exécuté avec ce qu'il a fait vivre aux parents et tout. Bon, juste avant de partir, en espérant que la vidéo fonctionne, parce que je pense qu'il a été retiré. Il y a dû avoir des plaintes, des patentes de droits d'auteur, ou je ne sais pas, mais une des plus mauvaises explications scientifiques de l'histoire, le docteur Boileau hier. C'est pas trop un moment donné dans le système d'avoir je ne sais pas combien de vaccins contre la COVID. Il y en a qui sont rendus à 5, là, on l'écoutait. Après ça, vaccin contre la grippe. À un moment donné, le système, il peut absorber tout ça? Non, mais il absorbe bien plus que ça. Là. Il y a des gens qui mangent de la crème glacée en même temps qu'un hamburger là, dans la même journée, puis on est capable d'absorber bien des choses. Alors, pour l'immunité et notre... Regarde, je vous le dis, là, ce vidéo-là circule. Je pense qu'il est vrai. Je suis obligé de vous dire, regarde, je sais pas. Là, je comprends que quelqu'un qui dit ça, qui est le boss de la santé publique, ça fait... Mais ça va faire que si, mettons, on avait Daniel Smith, qui est la nouvelle PM qui a dû s'expliquer pour une niaiserie, des niaiseries de journalistes.
Mais elle a remplacé le genre de boileau Arruda. Voilà, elle a remplacé son boileau, elle. Elle l'a remplacé. Elle dit merci, bonsoir. C'est assez, c'est assez, on va faire ça différemment. Voilà. Donc, quand tu entends des histoires de crème glacée puis d'hamburger, pour comparer quelqu'un qui a eu 5 doses de vaccin en 1 an et quart, puis que la réponse, c'est c'est pas pire que manger une crème molle avec un burger. On va dire de quoi ça va moi, pas je mets un doute, je te l'ai dit à matin, moi, je mets un doute sur cette vidéo-là parce que c'est trop weird, là. Tu sais, je veux dire, je mets un doute que c'est un montage. Non, mais ça se peut pas. Ça se peut, regarde, je sais pas. Tu sais, moi, je vérifie. Je vois l'image de TVA, je vois tout, là. Ça a l'air vrai. Il y a une limite à continuer, là. Continuons pas! Ouais. Continuons pas! Non! C'est assez, là. Bon, ben on est parti pour manger de la bouffe. Oui, on vient d'arriver. C'est notre jeudi de tricherie. Ah oui? Et on s'en reparle demain pour la dernière... demain, c'est quoi? Demain, c'est... Vendredi. C'est vendredi. Demain, moi, je sais même, on a quoi le vendredi? Ah! Je sais pas, on verra ça demain. On a Carlos de Punisher sur le Prime. Carlos sur le Prime. Sur le Prime. Allez vous abonner sur radiopirate.com, OK? Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com